Bonjour, bonjour. Ceci est mon moment professeur de l'ESCP. Je vais donc demander le silence dans l'amphithéâtre. Je vais obtenir le silence dans l'amphithéâtre, ce qu'aucun prof d'école de commerce n'obtient jamais. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Antoine, moi, Poincaré, je travaille chez AXA Climate, donc je suis la partie là du logo. Et à toi la main, Aurélien. Eh bien, moi, je suis Aurélien. Donc, c'est comme Antoine l'a expliqué, moi, je ne peux pas obtenir le silence dans un amphi. Donc, merci, merci pour cette contribution décisive. J'étais l'élève qui n'obtenait pas le silence. Donc, je m'appelle Aurélien Acquier. En quelques mots, vous dire d'abord qu'on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir sur le campus Montparnasse de l'ESCP. On est ravis aussi d'ouvrir ce cycle en fait, de conférences dans le cadre du programme Adaptation qu'on a co-construit avec AXA. Et donc, en fait, avant de commencer la table ronde, ce qu'on va faire, c'est je vais dire quelques mots très rapides sur le programme lui-même. Et puis, ce qu'on avait prévu aussi, c'est de donner quelques éléments de cadrage en fait, pour la soirée, en revenant sur quelques cas concrets qui nous semblaient intéressants pour cadrer les échanges. Alors, programme Adaptation, c'est un programme qu'on a lancé il y a quelques mois avec un désir commun de faire de la recherche-action, en quelque sorte. C'est-à-dire de cultiver des liens entre le monde académique et le monde de l'entreprise qui se soucie des enjeux d'adaptation au changement climatique. Il nous semble qu'il y a des choses à gagner dans cet échange de part et d'autre. Et ce qu'on a construit, en fait, c'est un programme à plusieurs niveaux. Donc, il y a 3 étages, en gros, dans ce programme-là. Le premier, c'est d'abord un programme d'échange et d'apprentissage entre entreprises. Et donc, en fait, avant cette conférence ouverte, on a eu cet après-midi la deuxième rencontre avec les entreprises partenaires de ce cycle. Et donc, on a tout un programme pour explorer les différents volets et la complexité organisationnelle de ces stratégies d'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles hypothèses on prend? Dans quel futur on se projette? Comment on intègre des données scientifiques dans des plans futurs? Et donc, comment les banquiers, les assureurs regardent ça? Notamment, et on va y faire référence aussi là. Et donc, on a tout ce premier cycle, en fait, qui est un cycle d'apprentissage, d'échange entre pairs. Le deuxième volet, en fait, c'est ce pourquoi on est réunis ce soir. C'est un cycle de conférences ouvertes autour de ce sujet d'adaptation des entreprises au changement climatique. On sait tous que le sujet climat, il a été avant tout attrapé par le volet atténuation et qu'on se confronte beaucoup plus vite qu'on s'y attendait à la problématique de l'adaptation. Et ça met en défaut plein d'éléments de gestion de nos entreprises, mais aussi de gestion de nos économies, et on va en parler dans très peu de temps. Et le troisième volet, c'est une étude, et un volet plus recherche, en fait, et un observatoire de l'adaptation qu'on sortira à la fin de l'année et qui capitalisera sur des innovations d'entreprises pionnières sur les sujets d'adaptation au changement climatique et qui abordera la complexité de ces phénomènes-là et qui aura vocation, en fait, à être une trace écrite de tous ces sujets. Voilà. Et avant de passer au cas, c'est l'occasion de remercier ceux qui travaillent avec nous là-dessus. Joseph côté ESCP, Tatiana, Perrine, Tatiana qui animera la table ronde juste après, Sarah et tous les membres de l'équipe qui étaient là à l'accueil. Alors, ce qu'on voulait faire en fait avant de passer à la table ronde, c'est de donner quelques premiers éclairages et donc on va le faire à 2 voix. Et on s'est dit que le plus simple en fait, c'était de partir de cas pour essayer de montrer comment ces cas illustrent des problématiques complexes et très structurantes sur les sujets d'adaptation au changement climatique. Alors le premier cas dont on voulait vous parler, c'est le cas de l'eau en Espagne. Et là, peut-être, première question, si je vous parle de l'eau en Espagne et des problématiques de l'eau en Espagne, vous pensez à quoi immédiatement? Valence et sécheresse, effectivement, c'est les 2 extrêmes. Alors je pense que le premier élément qui vient à l'esprit, celui, par ordre chronologique, c'est celui de Valence. Mais en fait, l'année dernière, en février, le problème de l'eau en Espagne, c'était ça. Donc ça, c'est le réservoir de Sau, qui est en fait le principal réservoir d'approvisionnement en eau douce toute la vallée catalane autour de Barcelone. Et en fait, en février 2024, Barcelone était en prise avec une sécheresse historique, en fait, qui était une sécheresse historique sur les 200 ou 300 dernières années. Et vous avez un superbe article du Monde, une enquête qui est vraiment que je recommande pour explorer les difficultés de l'action publique quand on est confronté à des sujets d'adaptation et qu'on ne les a pas gérés en amont.
Dans cet article-là, on voit comment les autorités à Barcelone essayent de réagir après une phase de déni et donc de gérer une situation où la population n'est pas du tout consciente ou n'était pas du tout préparée à la déclaration de l'état d'urgence qui avait eu lieu 15 jours auparavant. Donc là, c'est, vous voyez, 14 février, 1er février, état d'urgence sur les problématiques d'approvisionnement de l'eau avec des restrictions de l'accès à l'eau pour les familles, pour les individus, mais aussi avec des compétitions d'usage très très fortes entre l'agriculture, avec l'agriculture qui a dû brutalement réduire son usage de l'eau de 85%, 85%, avec à la clé évidemment des pertes agricoles monstrueuses et aussi tout le secteur du tourisme. Et donc là, on s'est retrouvé dans une situation de tension vraiment très très forte sur place, avec aussi l'approvisionnement de cargos qui amenaient de l'eau dessalée de Valence, à 350 km de là. Donc cette situation qui était quand même très très complexe à un niveau local. Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Octobre 2024. Et octobre 2024, évidemment, c'est les inondations de Valence. Et les inondations de Valence qui ont à la fois balayé pas mal de voitures, là, comme on le voit, mais qui ont aussi balayé un peu la représentation de crise de l'eau à Barcelone. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé à Barcelone depuis lors, en fait, c'est que le problème de l'accès à l'eau, il n'est plus du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Ça, c'est le même réservoir que celui que je vous avais montré tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce réservoir, il est passé de 7% l'année d'avant à 85% aujourd'hui. En fait, vous voyez ici, ça c'était... Alors le témoin, là, ici, c'est une petite église là, qui date du XIe siècle et qui sert de témoin en fait, du niveau de l'eau dans le barrage. Ça, c'était février 2024. Et du coup, vous voyez, c'est exactement la même photo. On voit juste là, ici, hop, le clocher qui sort de l'eau. Et donc on comprend qu'en fait on a basculé dans une situation dans laquelle on est en retour complet à la normalité, quoi. On est passé pas loin d'une situation de crise en gros. Et qu'est-ce qui se passe à Barcelone ? Si vous discutez avec des habitants, vous voyez ici, voilà, le réservoir de Sau il est à nouveau plein et donc du coup maintenant vous avez plein de tourisme qui revient en fait pour profiter des activités aquatiques autour du lac. Et puis Barcelone qui remet en service en fait ses fontaines. C'est tout un symbole en fait par rapport à ça. Et donc cette idée de un peu le syndrome post-Covid, si vous voulez, de retour à la vie normale et l'idée de dire qu'en fait on a un peu serré les fesses, mais finalement c'est passé et on est passé à autre chose. Et du coup ça je pense que c'est un élément qui est quand même extrêmement important à avoir en tête parce qu'il souligne une complexité très très forte de ces sujets d'adaptation autour des enjeux de perception et d'apprentissage. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi sur Barcelone depuis ? Si vous discutez avec les habitants, ils vous disent rien. En gros, les conflits d'usage entre agriculture, industrie, etc., c'est toujours les mêmes. La différence, c'est qu'on a accéléré les investissements dans 2 usines de dessalement et qu'il y a des efforts qui sont faits pour optimiser un peu le réseau d'eau parce qu'il y a des pertes monstrueuses dans les réseaux d'eau. En dehors de ça, pas beaucoup d'apprentissage structurel. Et du coup, je trouve que cet exemple-là, il est très marquant parce qu'il montre l'ambiguïté de ce qu'on appelle l'adaptation. Est-ce que l'adaptation, c'est la gestion de crise ou est-ce que c'est une question de changement structurel ? Et comment est-ce qu'on pense en fait l'articulation entre les deux ? Donc est-ce qu'on fait de l'adaptation quand on gère des épisodes extrêmes ou est-ce qu'on fait de l'adaptation quand on gère des environnements qui se dérèglent progressivement ? Pas du tout la même chose. Si on considère que l'adaptation, ce n'est que de la gestion de crise, peut-être qu'on laisse de côté 50% du sujet. Deuxième point aussi, c'est autour de ce sujet-là, dans le cas de l'agglomération de Barcelone, il y a une vraie problématique d'acceptabilité sociale des restrictions au moment où ces restrictions ont lieu, parce que la population n'est pas préparée. Mais ce problème-là, il est sans doute encore pire aujourd'hui, parce que les autorités locales se retrouvent face à une sorte de fausse alerte, ou une sorte d'effet Cassandre, c'est-à-dire qu'ils ont dit attention, on va avoir d'énormes problèmes, etc. Et ces problèmes-là ne sont pas survenus. Et du coup, comment ça affecte aussi la légitimité de la parole gestionnaire sur ces sujets ? Pas du tout évident. Et ça avait joué sur Valence. Ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils avaient donné l'alerte tard parce que la veille, quelques mois avant, à Madrid, il y avait eu une grosse fausse alerte et on avait rigolé de la maire de Madrid du maire de Madrid qui avait lancé l'alerte.
Et donc ça, je pense que c'est très facile aussi de transposer cette problématique-là depuis une position d'acteur public à des acteurs privés et au sein des entreprises, quoi. Comment on gère la survenue de catastrophes qui finalement ne surviennent pas? Et comment on convainc les gens que c'était bien de l'anticiper? Et l'autre élément aussi, c'est de se dire qu'en fait, il faut apprendre à vivre et à communiquer sur un point qui est quand même tout à fait nouveau, qui est l'instabilité structurelle. C'est-à-dire et la complexité que ça induit. C'est-à-dire l'idée que les mêmes territoires vont vivre avec le trop d'eau et le pas assez d'eau dans des temps qui sont extrêmement courts. Et là, alors ça soulève à la fois des enjeux gestionnaires qui sont très forts, c'est comment est-ce qu'on fait opérationnellement pour faire face au trop d'eau ou au pas assez d'eau dans des temps très courts, mais aussi comment on y fait face du point de vue des représentations, de la communication des populations qui vivent dans les villes, etc. Et je crois qu'un des points, en fait, c'est de se dire aussi qu'autour de ce sujet d'adaptation, il y a une question de grand dérèglement et d'instabilité structurelle, quoi. C'est-à-dire on est amené à gérer des extrêmes qui vont passer de l'un à l'autre de plus en plus vite et qui vont aller de plus en plus loin dans les extrêmes. Donc ça, finalement, si vous êtes des gestionnaires de l'adaptation, ben vous êtes des gestionnaires du grand écart qui va de plus en plus loin. Voilà. Alors, c'est à mon tour. Deuxième petit exemple micro, et puis après on a une petite conclusion macro, parce qu'on est quand même dans une école de commerce. Le sujet dont je voulais vous parler, moi, c'est Blatten, donc ce petit village en Suisse pour qui ça s'est mal fini, malheureusement, il y a... Alors, c'est pas juin, en fait, hein, c'est toute fin mai. Il y a quelques jours, quelques semaines. Le village est rasé, hein, vous le voyez, c'est l'avant-après est quand même terrible. Ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit aux risques climatiques en montagne, ce qu'on lit depuis des années, c'est plutôt ça. Pourra-t-on encore skier? Que va-t-il advenir des stations en moyenne montagne? En fait, il y a des gens à qui il va arriver des choses autrement plus immédiates et autrement plus limite dure de l'adaptation. On y reviendra. Que le fat biking ou le vélo tout court sur herbe. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont ça a été géré aussi, hein. Ils ont été évacués, les villageois, en quelques heures, une semaine avant, avec leurs bêtes, parce que c'est une population assez agricole. Et Bloomberg disait, mais quelle leçon incroyable. Et c'est vrai, quelle leçon. On a surveillé ce glacier qu'on était capable de monitorer à distance, on a évacué toute une population, personne n'est mort, c'est quand même extraordinaire. Et de l'autre côté, vous avez ce qui se passe assez régulièrement dans l'Himalaya, c'est des villages de Sherpas qui souffrent de la même chose, sur des glaciers qui sont considérablement moins monitorés. Alors cet éboulement-là, assez miraculeusement aussi, il n'y avait pas une mort parce que le village était quasi vide, parce qu'ils étaient dans les montagnes, mais ça va se multiplier, et ça va se multiplier pas tout à fait de la même manière quand on parle des pays riches et des pays en développement, et notamment l'Himalaya. L'autre réaction que je trouve intéressante à interroger, et notamment quand on est dans une entreprise après une grosse catastrophe naturelle, c'est que le premier réflexe, c'est un réflexe un peu volontariste, un peu presque américain, si j'ose dire, dans le comportement, qui est « on va reconstruire ». Et le maire du village, le lendemain, il dit « on va reconstruire ». Il dit même ce truc extraordinaire, il dit « on va reconstruire puisque le glacier ne cédera pas 2 fois ». Et c'est pas con. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de chances qu'il recède exactement au même endroit 2 fois. C'est là que c'est un peu différent de sujets type montée des eaux. Le problème, c'est qu'à côté, il y a des journaux qui commencent à sortir la carte de la vallée, parce qu'il n'a pas non plus dit on va reconstruire en région parisienne, et il aurait bien reconstruit dans le coin. Le problème, c'est que, vous voyez, il n'y a pas d'endroit habitable dans le coin, en fait. Tout est rouge vif. Alors, plutôt pas pour des effondrements de glaciers, qui sont quand même des risques très improbables. Là, le gros risque, c'est grosse pluie, et donc grosse pluie, inondation, glissement de terrain. Mais donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit que parce qu'il y a un trauma culturel terrible, on réinstalle des gens là? Il y a du coup en Suisse un cas qui était arrivé il y a 15 ans, il l'avait refait le village. Il reste une personne en commun avec le village de l'époque. C'est un village pareil de 200 personnes. Il y en a 199 qui se sont barrés, parce qu'en fait, quand votre maison elle finit sous les pierres, vous vous barrez. Et il y en a un qui a dit « Ah, quand même, ça m'a beaucoup aidé dans le trauma ». Et je comprends, c'est très bien, mais ça pose des vraies questions. Et à l'échelle de vos sites, de vos usines, d'endroits où les entreprises sont installées, ont une histoire, on ne peut pas jeter ça d'un revers de main en disant « on s'en va ». On ne peut pas non plus, à tous les coups, dire « quoi qu'il se passe, je vais reconstruire ». Et alors, une des personnes qui incarne bien ce conflit, enfin cette question-là, c'est Jean-Marc Péex, qui est donc le maire très vocal, si vous l'avez déjà entendu prendre la parole, de Saint-Gervais, qui, dans la foulée, a dit il faut qu'on s'en... Alors, cette phrase-là, il est temps de déménager, de laisser la nature vivre, dit BFM TV. Il a effectivement dit ça. Il ne parlait pas trop de son coin à lui, parce que le glacier de Tête-Rousse est très très bien monitoré, dit-il dans la suite de l'interview. Parce qu'on lui dit du coup, il faut partir de Saint-Gervais. Non, vous inquiétez pas. Tête-Rousse, c'est le glacier le mieux monitoré du monde. Par contre, il faut s'interroger sur des endroits où on a construit dans des couloirs d'avalanche, etc.
Et je voulais mettre ça en parallèle avec près de la mer, Lacanau, qui est donc ce village, vous savez, il y a Lacanau Océan, qui est la partie sur le front de mer, qui envisage de supprimer, c'est 1200, c'est ça? Ouais, alors pardon, il y a plein de 1200 logements, il y a des petits problèmes de mise en page du site de France Info. C'est un papier de 2020, et donc petit à petit, ce qu'ils font à Lacanau, c'est qu'ils rachètent avec de l'argent public les commerces qui se trouvent sur le front de mer pour pouvoir les solder. Et puis il y a les commerçants qui ne vendent pas. Et notamment, il y a je vous enverrai la vidéo si vous voulez, elle est vraiment fascinante. Il y a un restaurateur qui, dans une vidéo de l'État, dit moi, je suis front de mer, moi. Moi, ce que je vends à mes clients, c'est de manger, pas les pieds dans l'eau, mais presque, quoi. Donc, je ne vais pas le déménager, mon restaurant. Et donc, on a tous hiatus de la mairie qui rachète la vieille boîte de nuit, le snack, le machin, et le restaurateur qui reste un peu tout seul, isolé, qui n'a pas voulu vendre. Si à un moment il veut vendre, on fait quoi? On rachète au bon prix. Enfin, ça ouvre toutes ces questions-là. Et ma citation préférée, ceux qui m'ont déjà entendu la faire, tant pis pour vous et j'en suis désolé, c'est Laurent Perrondet, maire de Lacanau, maire modem de son État, qui dit la chose suivante: si vous achetez aujourd'hui à Lacanau, dans la partie qu'on a prévu de déménager, vous faites un achat plaisir. Ce qui, pour un petit appartement de bord de mer au prix du mètre carré à Lacanau, n'est pas tout à fait ce que j'appellerais un achat plaisir, mais il le dit. Et c'est intéressant parce qu'on a envie d'y croire, c'est-à-dire on a envie de dire que si demain vous allez chez le notaire, on va vous dire attention, c'est un village qui va déménager et tout. Et qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans? On va vous dire vous saviez? L'État va dire nananaire. C'est compliqué à arbitrer. Donc on leur a dit, il leur a prévenu, mais bon, et s'il y a quelqu'un de très pauvre qui a acheté après, tandis que quelqu'un de très riche se fait indemniser considérablement, comment on va arbitrer ces conflits-là? Je trouve que voilà, le fait de l'étendre à la montée des eaux, qui est plutôt un problème chronique, est intéressant et se met en parallèle. Du coup, si on en tire 2-3 enseignements, le premier, c'est quand même ce concept de limite dure à l'adaptation. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'empêcherez pas le glacier de Blatten de tomber sur le village, et quand il tombe, ce n'est pas des murs par avalanche qui vous aideront. Et on aura ces problèmes-là ailleurs. En France, on surveille le glacier de Tétrousse, on surveille le lac au-dessus de Tignes aussi, on les vidange autant qu'on peut, mais on a du mal à détecter ces lacs. Il est malheureusement à craindre qu'un de ces événements puisse arriver. Le deuxième sujet, c'est qu'on a la mémoire très, très courte. Il y a 120 ans, alors je sais que ça fait longtemps pour nous, mais ça fait quand même pas très longtemps pour des événements climatiques, le glacier de Tétrousse avait lâché, avait détruit Saint-Gervais, 175 morts, ce qui est beaucoup, et des conséquences donc terribles humainement, économiquement bien moindres, parce que j'aime autant vous dire qu'en 1892, à Saint-Gervais, avant l'invention du ski alpin, c'était pas un hub, c'était pas le Singapour des Alpes. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'actifs, il y a beaucoup plus d'emplois, donc au-delà des conséquences humaines et des évacuations, il faut se poser la question de comment on fera. Et demain, et la phrase du maire, elle dit un peu ça, demain on parle beaucoup d'actifs échoués pour les entreprises, ces actifs qui ne vaudront plus rien, parce qu'à un moment la transition aura fait son œuvre, il y aura des territoires échoués, il y aura des endroits où on va partir, quoi. On va partir. Il y a des maisons qui sont en cours de destruction à Tréfiaga, dans le sud du Finistère, et c'est des maisons où on rachète les maisons aux gens et on les détruit pour essayer de laisser monter l'eau de la manière la plus fréquente. Comment, quand on est une entreprise, on arbitre cette question? Donc c'est évidemment une question majeure pour les élus locaux, mais comment, quand on est une boîte, on arbitre cette question du territoire échoué ou pas? C'est franchement pas évident. Et évidemment, tout ça se joue. Je me retourne comme un idiot alors que j'ai un retour depuis le début. Et évidemment, tout ça, ça se joue sur le fait que personne, on l'a vu en Californie aussi, n'a intérêt à déclarer un territoire inhabitable. Ni l'élu local, ni vous qui avez une maison et qui envisagez peut-être de la revendre un jour, ni l'entreprise qui y est installée. Et donc comment on arbitre ça? À quel moment? Elle est où la ligne? On dit en fait là, on n'y va plus, on construit plus, voire retraite tactique, on s'en va. C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir qu'on examine ensemble. Ce qui nous amène à notre petite conclusion macro, qui est à 2 voix. Et c'est toi qui commence. Puisque là, on va discuter économie. Parce que voilà, vous êtes dans une école de commerce, alors là, on fait les petites 10 minutes économiques. Sur les chiffrages économiques des risques climatiques. Et alors, puisqu'on parle économie, on va parler argent, et puis on se dit, allez hop, qui veut gagner des millions? Donc, on a une question à vous poser, pour essayer de voir d'abord si vous êtes connaissant, de jauger un peu votre niveau de connaissance sur l'estimation économique des risques climatiques. Alors, pour reprendre une figure que vous connaissez peut-être, alors première question qu'on voulait vous poser, de quand date le premier stress test climatique de la Banque Centrale Européenne? Donc, la Banque Centrale Européenne, vous connaissez. Stress test climatique, c'est en gros une modélisation de, il y a un choc climatique, on est dans un scénario 8.5 où on va sur du plus 6 degrés ou du plus 5 degrés. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça affecte la stabilité financière de l'économie européenne? Alors, quand est-ce que la BCE a commencé à faire ses premiers stress tests climatiques? C'est quand même important pour pouvoir jauger. Il faut que
de l'importance. Il y a trop de monde là, il faut que tu le fasses à main levée, les gens vont pas te répondre à l'oral. Alors, qui dit réponse A, 2006? Ne soyez pas timide. Il y a un votant, donc pas beaucoup. 2015. 2015, accord de Paris. Ouais. 2021. Ok. Et la BCE ne produit pas de stress test climatique? Ok. Alors en fait, donc du coup, on dirait c'est la B et la D là hein, qui l'emportent dans le public. La réponse est 2021. Donc là, c'est quand même une information importante. Avant 2021, la BCE avait commencé à faire des stress tests climatiques, mais elle ne prenait en compte qu'un seul truc, c'est les risques de transition. C'est quoi les risques de transition? C'est en gros le fait que s'il va falloir, si on veut décarboner, il va y avoir des actifs échoués. Et les personnes qui exploitent du charbon en Pologne, par exemple, il va falloir les indemniser, ça va occasionner des coûts économiques. Les coûts physiques ont commencé à être estimés uniquement en 2021 par la BCE. Et je vous passe les détails parce que franchement, quand on regarde la manière dont la BCE a estimé ses coûts économiques dans les premières études, c'est juste à pleurer, quoi. Allez, deuxième question sur les économistes du climat. Alors, vous savez peut-être qu'il y a un économiste du climat qui s'appelle William Nordhaus qui a eu un prix en l'honneur d'Alfred Nobel en 2017 pour ses travaux sur la valorisation économique du climat. Et en fait, une des particularités de William Nordhaus, c'est qu'un bon économiste, il calcule des optimums. Et donc, il dit, bah ouais, on peut calculer un optimum économique du changement climatique. Alors, ça peut paraître assez bizarroïde hein, quand on découvre cette idée-là. L'idée, en fait, toute simple, elle consiste à dire, on sait que si on fait rien, on va avoir des coûts économiques dans le futur. On sait que si on veut éviter ces coûts économiques, il faut soit qu'on s'adapte, qu'on investisse dans des dispositifs d'adaptation, soit qu'on produise moins, qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on mette en place une taxe carbone. Et donc, du coup, on peut calculer l'optimum entre ce qu'on doit investir aujourd'hui et ce qu'on va perdre demain. Alors, et en fonction de ça, on peut calculer combien on va émettre de CO2 dans l'atmosphère, en fait, de gaz à effet de serre, et on peut en déduire la trajectoire de réchauffement optimale. Alors, question. Est-ce que l'optimal, c'est quoi l'optimal selon William Nordhaus? Est-ce que c'est la réponse A, 1,5 degré? Qui vote pour 1,5 degré? Ok, vous vous souvenez d'ailleurs, 1,5 degré, accord de Paris 2015, c'est bon. 2 degrés. Ok, 2,7 degrés et 3,5 degrés. Et bien en fait, les réponses sont la C et la D. C'est-à-dire, selon William Nordhaus, qui a eu un prix Nobel, enfin, c'est pas un vrai prix Nobel, hein, c'est un prix en l'honneur d'Alfred Nobel d'économie sur ces sujets-là, ce qu'il vous dit, c'est la trajectoire optimale de réchauffement économique, c'est plus 3,5 degrés. Et ensuite, en fait, dans le modèle de 2023, et il est quand même revenu en arrière parce que ces résultats ont quand même été un tout petit peu contestés par quiconque connaît un petit peu la physique du climat. Et il dit non mais là maintenant on s'approche quand même un peu, on est à 2,7 degrés. Il faut dire que Nordhaus, c'est un mec qui dans les années 80 s'était dit comment on sait pas trop faire, je vais prendre une technique à moi, je vais réunir 10 potes, certains économistes, d'autres un peu biologistes, et je vais les faire donner leur avis sur à votre avis on va où. Et donc il y a littéralement une étude qui est le résultat de ces, alors je ne sais pas si c'est ses potes, j'exagère un tout petit peu, mais en tout cas cette quinzaine de personnes qui ont donné un avis. Oh, moi j'y crois quand même que le changement climatique ça va être gros, et ses premiers travaux c'est ça. Et puis depuis il a développé ce modèle d'ICE. Mais... Alors ce modèle, alors juste oui, la métaphore qu'il prenait dans un des articles où il contrastait la vision des économistes et celle des gens qui étaient en sciences de la nature, il disait il y a des visions très différentes sur les impacts du changement climatique. Pour certains c'est l'apocalypse et pour d'autres c'est les petites patates. C'est-à-dire, en gros, en 2100, si ça va très mal, il y aura des gros impacts dans l'agriculture, mais on fera des patates un peu plus petites, quoi. Voilà. Et voilà, vous avez aussi ici, du coup, certains auteurs majeurs, hein, donc Richard Toll, qui est un Européen, et William Nordhaus, c'est un académique aux États-Unis. Donc, vous voyez, Richard Toll, en 2016, qui explique que le changement climatique n'est pas un problème important pour le XXIe siècle, et William Nordhaus, qui explique en 2013, donc il y a une dizaine d'années, en fait, le processus de développement économique et technologique vont progressivement réduire notre exposition en fait, au changement climatique, puisque l'agriculture, c'est moins important dans l'économie, dans le GDP.
Et donc, du coup, les services, les communications, les activités de manufacturing et les secteurs qui ils seront non affectés par le changement climatique. Toutes ces parties de l'économie qui sont isolées du climat, comme par exemple les maisons avec l'air conditionné. Là, on dirait presque une déclaration sur les chaînes info quand même. Hein. Mais il l'a écrite. And most manufacturing operations will be little affected directly by climate change over the next century or so. Et donc ici, vous avez les évaluations selon Nordhaus dans ces deux modèles-là. Vous voyez, en fait, en gros, si on part sur une trajectoire à 6 degrés, en fait, en 2023, on aura perdu 12% de PIB par rapport à s'il n'y avait pas eu de changement climatique sur cette même période. Et ça ne veut pas dire qu'on est à 12% de perte de PIB. Hein. C'est juste ça. Le point d'arrivée va être 12% plus faible. Donc si vous ramenez ça à un taux de croissance annuel, c'est invisible. Et 8%, vous voyez dans le modèle. Et si on est, vous voyez, 3 degrés, bon, ben c'est bon, hein, 2% ou 3,12%. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'était pas la peine de venir. Qui veut gagner des millions, vous êtes nuls parce que vous n'aviez pas la réponse. Et vous avez massivement, sûrement, surévalué le coût du changement climatique. Alors ces modèles-là, ils sont très optimistes, mais ils sont aussi très contestés. Ouais, alors il faut dire qu'il y a des gens qui disent 2%, et puis il y a des gens qui disent beaucoup plus. Et il y a notamment l'étude que vous voyez à gauche, qui est sortie d'Australie récemment, là, qui dit on a refait les maths et on pense plutôt à 40%. Alors 40%, on commence à réfléchir un peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'après, ils pourraient aussi dire 80%, c'est de voir la manière dont ils l'ont fait. Et ils disent, mais en fait, les chiffres précédents, ils fonctionnaient de la manière suivante. Modéliser l'économie mondiale, c'est compliqué. S'il y avait un grand modèle de l'économie mondiale, on ne serait pas là à faire des paris au doigt mouillé entre 1,2% de croissance, 1,3%, etc. Donc, ils ont pris les modèles du passé. Ils ont dit, on va prendre le PIB du Brésil après une mousson très faible. Ah, bah ça coûte tant au PIB du Brésil. Bon, et puis on va prendre le PIB de l'Amérique après une saison des ouragans, etc., etc. Ensuite, vous appliquez ça et vous arrivez à la somme des PIB perdus par les pays, et puis ça vous donne le résultat. Ça suppose donc que quand le PIB américain baisse, le PIB du reste du monde n'est absolument pas touché. Ce qui, dans un monde qui est celui d'un climat stable, n'est pas complètement absurde. C'est-à-dire, je perds mon fournisseur américain, moi, entreprise française, je me tourne vers un fournisseur anglais, les prix augmentent peut-être un peu, mais ça ne fait pas vaciller les PIB. Et donc, ces Australiens, ils ont juste fait la chose suivante, qui est de dire, comme je regarde quand il y a un problème en Amérique, combien ça coûte au PIB mondial et pas au PIB américain. Bah, vous faites ça, ce qui n'est quand même pas le modèle le plus complexe de l'histoire de la planète, et vous arrivez à 40% de PIB. Ce qui nous amène, Aurélien a fait un super boulot sur la slide d'après, à l'ensemble de ce que disent les gens. Et donc, il faut quand même reconnaître que personne n'est d'accord. Donc là, vous avez à gauche des températures de réchauffement, et à droite, en colonne, vous avez selon chaque modèle combien ça pourrait nous coûter au PIB. Rappel sur le scénar d'Aurélien qui est important, hein, jamais aucun là ne dit la moitié du PIB mondial va disparaître. Hein. Ils disent par rapport à un scénario contrefactuel de croissance, parce que c'est la vie, on croit, hein, loi éternelle de la nature, comme chacun sait, on va croître moins. Donc la vérité, c'est qu'on ne sait pas, donc que ces notions d'optimum économique, elles sont incroyablement compliquées à calculer, et que combien ça va nous coûter tout ça, c'est compliqué. C'est là que tu reprends avec ton dessin préféré. Et du coup, en fait, voilà, là, je pense que ça nous dit aussi beaucoup de choses. Alors là, c'est facile de critiquer les économistes maintenant qu'on a expliqué toutes les difficultés que ça comportait. Mais en fait, ça, c'est aussi nous, aujourd'hui, par rapport au risque actuel. C'est-à-dire, alors vous connaissez tous, je pense, cette histoire de la personne ivre qui cherche ses clés sous le lampadaire. Puis vous avez quelqu'un qui est sympa, là, qui est des forces de l'ordre, visiblement, et qui cherche avec lui, puis qu'au bout d'une demi-heure, il dit « Mais vous êtes sûr que vous l'avez perdu là ?» Il dit « Bah non, j'ai perdu dans le parc, mais en fait, ici, il y a de la lumière. » Et c'est exactement la manière dont les économistes, en fait, et je pense aussi les gestionnaires de l'adaptation, pilotent aussi ces questions aujourd'hui. Et donc là, en fait, si on veut l'adapter, là, c'est plutôt ici le GIEC qui dirait aux économistes, mais monsieur, vous êtes bien certain de mesurer précisément les coûts futurs, là. Et puis l'économiste qui va dire, mais attendez, moi, j'ai besoin de données chiffrées. Pour faire tourner mon modèle, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé de manière historique, quelles sont mes données. Et les économistes ont toujours travaillé comme ça, on ne peut pas les critiquer par rapport à ça. Sauf que, effectivement, les risques climatiques, aujourd'hui, ils sont en très large partie dans l'ombre, puisqu'on est dans des systèmes inédits, dont les conséquences sont inédites à une échelle humaine et surtout dans les statistiques qu'on peut avoir. Et donc tous les enjeux géopolitiques, migratoires, les enjeux éthiques aussi, hein, de comment est-ce qu'on valorise le présent par rapport au futur, ils sont plutôt dans l'ombre. L'amplification des risques par contagion au sein du système, c'est-à-dire en gros comment une catastrophe agricole ou des tensions en eau vont affecter plusieurs acteurs et pas que
les acteurs de l'agriculture, ben ça on ne le voit pas. Donc tous les effets en cascade, on les attrape pas. Les effets de seuil, le franchissement des points de bascule et leurs impacts, ben on ne les voit pas. Et puis même tous les nouveaux risques liés à des trajectoires tendancielles. Alors par exemple dans le secteur de l'assurance, la problématique des gonflements d'argile et les coûts économiques que ça va générer, on sait que ça va arriver. Alors savoir comment on va les gérer, c'est vachement difficile. Et donc là, ici, ça c'est quand même un très gros problème, je pense, qui concerne à la fois les économistes, mais aussi n'importe quel gestionnaire de l'adaptation. C'est comment est-ce qu'on prend conscience des limites de l'expérience qui est disponible, qui est toujours notre point de départ pour essayer de théoriser ces vulnérabilités. Comment est-ce qu'on se projette dans l'inconnu et dans tout ce qui est dans l'ombre, en fait, autour de ces sujets-là. Là, je pense qu'on a un point absolument capital autour de ces éléments. Ce qui nous amène à la toute fin. On pourra vous renvoyer ces liens si vous voulez, mais il y a pas mal de publications qui sont sorties récemment sur justement ces risques cachés qu'on ne monitore pas, qu'on ne suit pas. On s'est un peu moqué de ceux qui avaient du mal à prédire l'avenir. La vérité, c'est qu'on a du mal à mesurer le présent. Sur la slide d'après, est-ce que, Aurélien, tu me ferais l'amitié de la passer puisque tu possèdes le... Vous avez 20 ans, c'est une étude de l'ONU qui est sortie il y a 15 jours, vous avez 20 ans de coûts des événements climatiques. En bleu, vous avez les coûts directs. Donc c'est ce fameux chiffre qu'on voit dans la presse et on dit c'est 200 milliards par an sur la décennie qui vient de s'écouler, alors que ce n'était que 80 milliards autour de l'an 2000, un petit peu avant. Donc on est passé de 80 à 200, c'est beaucoup. Donc les assureurs, ils prennent une partie du bleu. Hein. Il y a toute une partie qui n'est pas couverte par l'assurance. Et ce que vous avez en violet, c'est tous les coûts indirects. Le fait que quand il y a une catastrophe naturelle, en fait, ça a un impact sur le système de santé assez longtemps. Le fait qu'il y ait des gens qui décèdent, ça a des impacts économiques, etc., etc. Et donc, ils mettent sur un certain nombre d'éléments qu'ils arrivent à pricer un prix. Et en fait, la courbe, elle est tellement violente, c'est-à-dire qu'on voit à peine, on a l'impression que le bleu est écrasé, que les variations entre une grosse année climatique et une petite année climatique sont minimes. La hausse, elle est continue. Et en fait, on ne parle plus de 200 milliards par an, on parle de 2000 milliards. Et de 1000 milliards par an, c'est à peu près 2% du PIB mondial. Et vous voyez qu'on n'était qu'à 1000 il n'y a même pas 10 ans. Donc si on suit cette pente-là, vous êtes sur des trucs qui vous mettent à mal de puis 4, puis 8, puis 10% du PIB mondial et des vraies questions de stabilité financière, alors progressive, mais quand même. Et c'est important ce truc-là parce que quand on met un coût sur ça, on justifie le retour sur investissement d'une mesure d'atténuation, d'une mesure d'adaptation. Et donc ce travail-là de quantification, c'est celui qui nous semble important pour ce petit moment en macroéconomie. Merci beaucoup, on arrête de parler, on passe la main à une super table ronde avec des gens qui ont des trucs à raconter sans slide, ce qui est quand même toujours sympa. Tatiana, c'est toi qui prends le relais pour inviter nos invités. Merci. Eh bien, merci Antoine, merci Aurélien. Mes invités peuvent se présenter sur la scène. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde aux côtés de Catherine Albax, directrice RSE du parc nucléaire et thermique d'EDF, qui pilote également le programme ADAPT, dont vous allez nous parler. Clotilde Charret, directrice stratégie et climat et environnement du groupe Transdev. Et enfin, Alexandre Florentin, élu du 13e arrondissement, conseiller délégué à la résilience et aux enjeux climatiques à la ville de Paris. Et vous avez initié la mission Paris à 50 degrés au sein du groupe écologiste du Conseil de Paris. Donc, peut-être pour poser un peu le cadre après l'intervention d'Aurélien et d'Antoine, on comprend que l'adaptation ne peut pas être une variable d'ajustement ou un plan B. Elle implique un changement de posture, une façon différente de poser l'action, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Et c'est ce que nous tâcherons d'explorer aujourd'hui ensemble. Mais sans plus attendre, et dans la continuité de ce qui vient de nous être présenté, j'ai une première question à vous poser pour démarrer ce voyage en terre inconnue. Si nous devions... donc on a compris qu'on prend conscience aujourd'hui des phénomènes de changement climatique, on essaye collectivement de s'y adapter, de s'y préparer. Mais sur une échelle de 1 à 10, on est prêt comment pour faire face à ces transformations? Et paf. On est plutôt à moins 8000. Hein.
Soyons clairs. Alors, comment vous dire, je pense qu'on est tous climato-sceptiques, encore. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, aucun des modèles climatiques, nous on en fait tourner toute une collection autour des travaux du GIEC, aucun des modèles climatiques n'attrape les températures qu'on aura demain dans le sud-ouest. Ça commence comme ça. Donc, même lorsqu'on modélise, et Dieu sait que chez EDF on modélise, eh bien, on modélise aujourd'hui, on sait qu'on est, on est en dessous de la réalité. Donc, on est aujourd'hui, d'une certaine manière, à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre, climato-sceptique. Ce qui nous arrive est beaucoup plus grave que ce qu'on a modélisé. La deuxième chose fondamentale pour laquelle on n'est pas prêt du tout, c'est que le dérèglement climatique est systémique. Donc tout le monde regarde la température, machin et tout. En réalité, la dynamique est systémique et on oublie un point fondamental que les économistes et les écoles de commerce ont tendance à oublier, qui est le risque majeur lié à l'effondrement de la nature. On a absolument besoin de la nature. Ça peut paraître... parce que c'est absolument... C'est notre assurance-vie. C'est l'assurance-vie que personne ne veut voir. C'est plus que l'éléphant dans le... C'est que quand on dit on a une seule planète, oui, on a une seule planète. Et c'est assez marrant d'ailleurs que tous les économistes oublient un travail qui, pour moi, est fondateur, même s'il est un peu daté, c'est les équations de Meadows en 1972. La notion de limite planétaire, les équipes Meadows l'avaient déjà identifiée en 1972. Donc on découvre rien. Après, c'est facile de dire. En plus, honnêtement, on ne va pas faire le débat du PIB, mais franchement, c'est juste un indicateur qui ne sert à rien, quoi. C'est faux. Voilà. Commençons par parler de l'intérêt d'arriver à vivre ensemble sur la planète. Enfin, c'est le plus important, et à admettre qu'on n'est qu'une seule espèce parmi d'autres. Donc pour moi, aujourd'hui, et on a une vague idée, parce que demain Paris va être invivable et vendredi encore plus. Donc on va dire, ah, c'est affreux. Donc on va tous se rendre compte qu'il y a un problème. Et c'était intéressant, parce qu'on a montré l'Espagne et autres, mais nous, on a eu la Bérarde. En 2000, on a fait disparaître un village complet, il n'y a pas de mort, c'est parfait, mais on a eu ça. Et puis, il y a la tempête Alex avec la Roya et la Vésubie. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a reconstruit la route exactement au même endroit. Donc on sait exactement qu'il va se passer la même chose dans quelques années. Donc on n'est pas apprenant, mais parce qu'on analyse, ouais, ça s'est passé une fois, alors la probabilité que ça se repasse, elle est faible, tu parles. Voilà, donc donc on n'est pas prêt à accepter l'adaptation parce qu'on n'est pas prêt à s'inscrire dans un futur désirable. On veut garder l'existant, on se dit, faut surtout pas que ça change. Je veux pouvoir aller skier, il y a 7% de la population qui va skier, 93% ne va pas skier. Mais alors le débat sur le ski, mazette de mazette. Moi j'aime bien, mais ce n'est pas le plus urgent. Honnêtement, le débat sur l'eau et la disponibilité de l'eau, le fait qu'il y ait de l'eau dans la Seine, cela me paraît beaucoup plus important que le débat sur le ski. Je n'ai rien contre les skieurs, mais je vous assure que c'est plus important. Voilà. Et ça prouve bien qu'on ne met pas les choses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on veut garder ce qu'on a. Mais le futur, différent, il est peut-être désirable. Mais il est indispensable de s'y mettre. Et ça, c'est l'adaptation. Ouais, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à rajouter à ça. Ça me paraît assez clair. Effectivement, je pense que oui, tu as tout à fait raison, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. On commence à se préparer avec beaucoup de retard puisque le dérèglement climatique est déjà là, on en voit les effets. On constate qu'on n'est pas du tout préparé à ces effets. On constate que les méthodologies sont en construction, sont en cours de test, sont basées sur des scénarios dont le sous-dimensionnement est peut-être à prévoir. Donc voilà, on construit une méthodologie sur des diagnostics qui ne sont pas stabilisés et sur des événements qui sont quand même assez dangereux. Donc oui, je pense qu'on peut considérer qu'on n'est pas prêt. Moi, j'aurais dit entre 1 et 2 sur 10, puisque la borne inférieure, c'était 0. Parce que, en fait, je pense qu'il y a encore quelques années, et vraiment pas très longtemps, on n'aurait pas eu cette conférence-là à l'ESCP. Et donc ça, c'est pour répondre très directement à la question, et je vais rejoindre un peu ce qui a été dit. Moi, le constat que je fais, c'est que là, que ce soit au niveau français, au niveau international, on a clairement les apôtres de la croissance à tout prix et de la consommation à tout va qui sont aux manettes.
ils sont confrontés aux limites planétaires et au lieu de remettre en question leur modèle, leur croissance, leur appétit, en fait, ils appuient sur l'accélérateur du chaos. Donc ils y appuient très franchement. En France, on n'a pas besoin de parler des États-Unis, parce qu'en France, ils utilisent tous les moyens à leur disposition déjà. Donc c'est le changement de la loi, c'est tordre le cou aux procédures de l'Assemblée nationale, c'est des techniques d'intimidation, confère ce qui s'est passé avec Claire Nouvian. C'est le détricotage ou l'attaque d'agences de protection qui existent, c'est les fake news et c'est des attaques à la science. Parce que ce qui a été dit à un moment par un maire, je crois, en fait, sur le côté climato-sceptique, en fait, Monsieur Duplon, sénateur, il dit que le changement climatique va être bénéfique. Donc je ne sais pas comment il dit ça quand on a eu 60 000 morts à l'été 2022 en Europe de l'Ouest à cause des canicules, pour parler que de ça. Et donc on est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Et je reviens un petit peu sur ce qui a été la caractérisation qui a été faite. Ça a été très bien dit, c'est un côté très systémique, c'est un changement de régime, c'est aussi des crises. Et déjà rien que le fait de le qualifier de cette double manière-là, ça change complètement la manière dont on va faire de la politique. Il y a aussi un côté aléatoire, parce qu'il y a des effets de seuil, il y a des effets dominos, et ça, on a une énorme difficulté à les modéliser, que ce soit d'un point de vue climatique, mais aussi de ce qui se passe en termes de réponse socio-économique, sociétale, tout simplement, à ces événements-là. Puis je suis étonné qu'Aurélien, tu ne l'aies pas dit, parce que moi, je tiens ça de toi, c'est qu'en fait, un climat qui change, c'est aussi, et la destruction des conditions d'habitabilité de la planète, c'est un phénomène de raréfaction. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que les exemples qui vous ont été donnés, on peut aussi les interpréter comme des processus de raréfaction, de mètres carrés, de fraîcheur, de disponibilité des terres agricoles, etc. Et comme, de nouveau, je cite Aurélien, c'est lui qui m'a dit ça, la rareté, ça se gère très bien, on met un prix. La raréfaction, c'est plus compliqué socialement. Sociétalement. Et du coup, la grande erreur, ce serait de croire qu'on pourra tout adapter, que la question de l'adaptation, c'est une question de comment est-ce qu'on fait pour vivre de la même manière mais dans un climat différent. Déjà, si on prend le problème comme ça, en fait, c'est game over. On va essayer de trop embrasser de choses. C'est l'exemple que vous donniez sur les stations Ki, c'est peut-être pas la priorité. Et donc, les résultats, fondamentalement, philosophiquement, les résultats de la mission transpartisane, j'insiste là-dessus, Paris à 50 degrés, c'était quoi? C'était de dire, on ne pourra pas tout adapter, on ne pourra pas tout adapter à n'importe quoi, et donc, du coup, il nous reste une question démocratique des choix qu'on va faire ensemble sur ce qui est important de protéger, et d'adapter, je mets des guillemets, puisque quand on parle déjà sur des choses qui ne sont pas... il y en a qui sont prévisibles, d'autres qui ne le sont pas, et qui ont un caractère aléatoire, ça pose aussi une question d'adaptabilité. Alors ça, c'est pour se faire plaisir entre nous, parce que ça complexifie les choses, mais après, il faut l'expliquer à la population qui a quelques secondes d'attention à un moment donné sur ces phénomènes-là, mais avec un avantage. C'est pour ça que moi, je n'ai pas mis 0, une note négative, c'est qu'en fait, la question de l'adaptation, le pourquoi de la question, il est très bien compris. Et on a plein de signaux, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas écologisés, dans l'agriculture, chez les militaires, le grand public qui pose des questions au JT météo et climat, par exemple. C'est la journaliste qui s'occupe de ça, et je terminerai là-dessus. Elle dit 80% des questions qui sont posées, parce que les gens qui suivent cette météo-là peuvent poser des questions, c'est des questions d'adaptation fondamentalement. Merci pour ces premiers éléments. Donc on vient de poser un cadre pas forcément très, très réjouissant sur, en tout cas, savoir si on est prêt ou pas. Mais du coup, fort de ce constat-là, comment est-ce que dans chacun de vos secteurs d'activité, que ce soit dans les infrastructures, la mobilité, la ville, on construit des solutions, on porte un regard peut-être plus vaillant et on se dit, on est en capacité d'agir. Et comment est-ce que les choses se mettent en place? Allez-y. Je peux commencer. Oui, effectivement, on n'est pas prêt. Donc, il est temps de s'y préparer. Et donc, il est temps de se mettre à y travailler. Donc, peut-être pour présenter Transdev rapidement. Transdev, c'est un opérateur de transport public qui existe dans 19 pays dans le monde.
Et donc, on est confronté à une problématique très intéressante qui est déployer un plan d'adaptation climatique sur des modes différents, dans des pays différents, confrontés à des aléas différents, soumis à des réglementations différentes, avec des populations différentes qui ont des niveaux de maturité différents sur le sujet. Tout ça piloté par la même entreprise dans un but d'homogénéisation eu égard aux obligations qui nous incombent. Donc le problème est un peu délicat. Et en plus, Transdev est un groupe forcément très décentralisé puisque le transport public et la mobilité, c'est très local. Donc on est confronté à une équation intéressante. La manière avec laquelle on travaille, en fait, on essaye autant que faire se peut d'innover, puisque les méthodologies sont relativement récentes. Le dernier rapport du GIEC soulignait que toutes les entreprises avançaient sur les thématiques d'atténuation, mais que rien n'était fait sur l'adaptation. Et donc, de fait, au moment où les réglementations sont tombées, au moment où l'urgence a commencé à émerger, tout le monde a commencé à travailler en même temps. Donc, comme je vous le disais sur la première question, les méthodologies ne sont pas tout à fait matures. D'abord, évidemment, il faut identifier les limites. Je vous en ai donné quelques-unes qui concernent notre portefeuille d'activités. On en a d'autres. En fait, il faut aussi déconstruire une posture et un état d'esprit. Parce qu'en fait, un transporteur public, son travail, c'est d'assurer la continuité. Donc son travail, c'est de se protéger des risques. Donc les gens qui travaillent dans les réseaux de transport public sont des risk managers très forts. Et en fait, c'est pas la première fois que dans le monde, on subit une inondation, on subit un îlot de chaleur, on subit un incendie, etc., etc. Donc en fait, dans le portefeuille de Transdev et dans l'historique de Transdev, on a des cas qui sont arrivés sur à peu près tous les aléas climatiques possibles et imaginables, de l'inondation en passant par l'ouragan. Donc il faut déconstruire une illusion de confort. C'est-à-dire que dans beaucoup de réseaux, en fait, finalement, on a l'illusion qu'on sait réagir. On a l'illusion qu'on sait se préparer, on a l'illusion qu'on l'a déjà fait et que, mon Dieu, il y aura un peu plus d'inondations, mais bon, voilà, parce qu'en fait, on a l'illusion qu'on est sur une situation stable. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le niveau de gravité des événements va beaucoup augmenter, que l'occurrence va beaucoup augmenter. La situation assurantielle n'est pas tout à fait stable. Contractuellement, on n'est absolument pas prêt à conserver des équilibres économiques sur des contrats qui se déstabilisent. Donc, en premier lieu, il faut sensibiliser énormément et il faut souligner en fait toutes ces difficultés pour mettre tout le monde autour de la table et pour être en mesure de travailler. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que nous, on a un portefeuille qui est dynamique. Donc, en fait, on change de territoire très régulièrement. Et donc, on a des temporalités de contrat qui sont assez courtes. Donc, en fait, quand on se présente en délégation de service public, on est présent pour 5 à 7 ans. Le risque climatique sur 5 à 7 ans, il est assez difficile d'engager des démarches, parce que ça paraît court terme, parce que ce serait vraiment pas de bol que ça tombe à ce moment-là. Donc, en fait, le gros de notre travail, il est sur de la sensibilisation tout d'abord. Il est vraiment là-dessus. C'est notre première limite. Après, donc ça c'est notre difficulté. L'opportunité, c'est que quand même les transporteurs publics sont très bons en gestion de risque. Et c'est des gens qui sont passionnés par leur travail. Donc en fait, on travaille énormément avec le local sur comment fait-on pour sécuriser les processus vitaux d'un réseau de transport. Voilà. Cette problématique, elle est applicable absolument partout. Les techniques à appliquer sont très différentes et sont très locales. Mais ceci dit, notre capacité à identifier les vulnérabilités sur les processus qui permettent à des citoyens de se rendre à leur lieu de travail, de se rendre à leur lieu d'éducation, à l'hôpital, etc. Enfin, tous les déplacements vitaux qu'on est obligé de faire, c'est le meilleur levier de résilience qu'on ait aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ta question, je suis désolée, je suis un peu longue. Pour répondre à ta question, voilà comment on commence. Je dis voilà comment on commence parce que c'est un processus qu'on a commencé il y a 2 ans. On l'a lancé simultanément dans les 19 pays. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on est en capacité d'avoir, c'est une hiérarchisation très précise des processus vitaux qui sont les plus mis en danger par le dérèglement climatique, ceux qui vont nous coûter le plus cher, ceux sur lesquels il faut travailler en priorité. En revanche, est-ce qu'aujourd'hui, on a un plan d'adaptation activable ? Non, ça nous prendra probablement 1 ou 2 années de plus, si on est optimiste. Merci.
Alors nous, on est un gros gestionnaire d'infrastructures, mais un petit peu différent, puisque nous, on est là sur la durée du siècle en général, puisque mon travail, c'est de maintenir le parc nucléaire et thermique à 2050, 2070, 2100. Donc on a une problématique de plus long terme. Donc on a, nous, la chance au sein d'EDF d'avoir un service climatique, en gros, depuis les années 90. Donc il s'est renforcé évidemment à partir de 2003 avec la canicule de 2003. Et on a donc un travail permanent de réactualisation des données climatiques des centrales nucléaires tous les 10 ans dans le cadre de ce qu'on appelle les visites décennales, depuis que les centrales nucléaires existent. Donc on a un process ancien qui fonctionne très bien. Là où les choses se complexifient, c'est qu'on a une incontestable accélération du dérèglement climatique. Et la problématique aujourd'hui pour nous, elle n'est pas sur la sûreté, donc parce qu'on a des marges notoires sur la sûreté, mais elle est sur la capacité à produire. C'est-à-dire la capacité à fournir de l'électricité décarbonée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, comme on l'attend de nous. Et à partir du moment où on regarde ça et qu'on le regarde sous l'angle du système électrique, ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'un système électrique, c'est des centrales, alors pilotables comme les nôtres ou des énergies renouvelables, des réseaux, et puis il y a une obligation d'équilibre permanent entre l'offre et la demande. Et puis il y a un truc que tout le monde oublie qui s'appelle la tenue en fréquence, c'est-à-dire le fameux 50 Hz. Et pas de bol, le 50 Hz, il faut des machines tournantes. Donc il faut des grands volants d'inertie, il faut des rotors. Et ça, c'est que le pilotable qui peut le fournir. Et donc évidemment, le grand débat aujourd'hui, c'est pour nous le maintien de la fréquence. Alors une fois que je vous ai raconté ça, c'est pour vous dire qu'évidemment, on est confronté à l'augmentation de température, à la problématique de l'eau, qui est pour moi la problématique numéro 1 avant la température. Si on n'arrive pas à préserver la ressource en eau, massivement et collégialement, et préserver la ressource en eau, ça veut essentiellement dire au départ préserver les milieux naturels. Vous allez me dire que j'insiste beaucoup, mais c'est vraiment fondamental. Il faut que l'eau aille dans les nappes. Il faut que l'eau... Ça veut dire qu'il faut faire l'inverse de tout ce qu'on fait depuis des années. Il faut ralentir l'eau. Il faut absolument arrêter de drainer partout. Il faut absolument arrêter de faire des canaux rectilignes. Il faut ralentir l'eau pour que l'eau reste dans les sols, l'eau reste dans les zones humides. Il faut préserver les forêts. Il faut le faire, mais urgemment, parce que ça ne va pas attendre très longtemps, parce que notre premier problème sera l'eau. On l'a vu en Espagne, mais Valence, c'est typiquement ça. Erreur d'urbanisme, on a bétonné partout, agriculture extraordinairement consommatrice d'eau, on a détourné le fleuve parce que ça faisait chier là où il passait. Évidemment, la première inondation, il repasse là où il veut, parce que quand même, fondamentalement, ce qu'il y a de bien dans un fleuve, c'est qu'il revient là d'où il vient. Alors là, il n'y a pas de doute, hein, il peut toujours installer au milieu du fleuve, ça va revenir. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte de prendre. Alors, et c'est difficile, parce que c'est pas mode, hein. Alors, je ne vous parle pas des bassines, parce que ça, c'est pas mode non plus. Mais néanmoins, fondamentalement, il faut arriver à rouvrir le débat du stockage de l'eau de façon dépassionnée. Et stocker l'eau, c'est d'abord fondamentalement la stocker dans les milieux naturels. Ça, pour nous, c'est l'urgence numéro 1, avant la problématique de température. Après, évidemment, quand on fait beaucoup de modèles, comme on fait nous, donc on a un plan d'adaptation qui s'appelle CEMA, qui s'appelle Comprendre, Évaluer, Mobiliser et Agir. Donc comprendre, eh bien, on prend les scénarios du GIEC, on fait tourner nous 19 modèles différents pour être sûr de capter les choses. On ne prend plus l'accord de Paris, on a compris que c'était derrière nous. On travaille sur les autres parce que pour nous, atténuation et adaptation doivent absolument aller ensemble. Je suis personnellement pas du tout convaincu qu'on arrive à s'adapter à 4 degrés. Donc il faut massivement atténuer. Voilà, d'abord, si on fait un petit peu de paléoclimatologie, je pense que c'est bien que les économistes regardent la paléoclimatologie. Les dinosaures, il y en a partout. Il y en a eu partout, c'est intéressant à regarder. Pourquoi ? Parce que l'humanité, elle est arrivée sur Terre à 1,5 degré, à peu près. Peut-être à 2, si on remonte très loin. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'humain à 3. Des dinosaures, il y en a eu. Vous allez me dire, il y a déjà des dinosaures aujourd'hui, mais certes. Mais pour autant, mais c'est important. Je pense qu'il faut revenir à la paléo. Et là, en ce moment, on est en train d'envoyer dans l'atmosphère des niveaux de gaz à effet de serre qui se rapprochent de la période des dinosaures. Donc, ils se rapprochent d'une période où il n'y avait pas de calotte glaciaire. Et pas de calotte glaciaire, c'est un sujet majeur. Parce qu'alors là, ce n'est pas inhabitable qui vont être les territoires, ils vont être sous l'eau. Mais vite, la montée du niveau de la mer. Et quand on regarde
l'impact, le niveau de gaz à effet de serre dans les paléoclimats et l'impact que ça a en matière de montée des eaux, franchement, il faut se bouger. Hein. Si c'est ça qui nous arrive dessus, il faut se bouger. Hein. Donc, il y a quand même des choses où il faut accepter. Alors, je vous fais un scénario catastrophe, mais pas que. Ça veut dire qu'on a encore les moyens d'agir, on a encore les moyens de faire, mais il faut vraiment arrêter de rêvasser, quoi. Et il faut vraiment se dire que Paris est 50 degrés, c'est un exercice incroyable, mais tout le monde devrait le faire. C'est moi, dans ma maison, à 50 degrés, je fais quoi? Il me reste quoi? J'ai une difficulté sur l'eau potable, j'ai une difficulté sur l'assainissement, j'ai probablement le pont qui permet d'arriver qui est par terre parce qu'il n'y a plus d'eau. J'ai plein de sujets. Et ma clim, elle est certainement morte parce que de toute manière, elles n'aiment pas les températures trop élevées. Donc il y a quand même des sujets lourds. Et je ne vous parle pas du digital et des télécoms qui de toute manière auront des problèmes aussi. Et nous, au plan électrique, on aura des problèmes aussi. Donc il y a plein de sujets. Il faut faire l'exercice de se dire, OK, et pour autant, il faut amener quelque chose de désirable. Le drame du discours scientifique, c'est qu'il est horriblement angoissant. Donc il amène des réponses négatives. Alors évidemment, la mode, c'est de dire ouais, le climato-sceptique, les climatologues, ils racontent n'importe quoi. C'est le wokisme, c'est l'islamo-gauchisme et tous les ismes possibles, imaginables. Mais non, le climat, c'est de la physique. C'est un modèle thermodynamique qui est la Terre qui tend à revenir à l'équilibre. Tant qu'on lui balance des gaz à effet de serre, il ne peut pas revenir à l'équilibre. C'est ça notre sujet fondamental dans un plan d'adaptation. C'est comment on fait pour que ça revienne à l'équilibre et comment on fait pour tenir tout ça. Et ça, c'est structurant. Donc, il faut arriver à construire des modèles désirables. Il faut que les gens aient envie de vivre ensemble. Voilà, c'est jouable. C'est pour ça que voilà, on essaie, nous, de travailler là-dessus, d'en mobiliser et agir. Pourquoi on travaille avec le château de Chambord? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la centrale nucléaire. Bon, il y en a une à côté, c'est Saint-Laurent-des-Eaux. Mais pourquoi? Parce que François Ier, il a rêvé d'Italie. Il a construit un château italien. Mais en 2050, l'Italie est là. Sauf que la forêt de Chambord, telle que François Ier l'a imaginée, ce n'est pas une forêt italienne de Toscane. Donc, il va falloir s'adapter vite, parce que 2050, c'est dans 25 ans. Mais néanmoins, c'est désirable. La Toscane, ce n'est pas catastrophique. Si je vous dis Tombouctou, c'est moins fun. Mais donc, voilà, il faut arriver à construire des discours qui donnent envie. Et ça, c'est l'énorme travail qu'on doit faire ensemble. Merci Catherine. Plusieurs choses, à la fois la mention de ces futurs désirables qu'on arrive à projeter, à entrevoir, l'adéquation et la corrélation qu'il y a entre l'atténuation et l'adaptation. Et justement, peut-être que vous y reviendrez tout à l'heure sur la construction de ces territoires alter-ego qui vous permettent d'ajuster vos stratégies d'adaptation sur les différents sites qui sont les vôtres. Alexandre, je voulais vous relancer sur justement cette tension qui existe ou pas entre atténuation et adaptation, que vous mettez notamment en valeur dans le rapport de Paris à 50 degrés. Comment est-ce que vous approchez ces notions-là à l'échelle d'un territoire et aussi à l'échelle des populations qui sont en première ligne face à ces phénomènes-là? Effectivement, il y a quand même des exemples de contradictions entre les deux. Des gens qui sont dans des zones inondables pourraient se dire moi, je ne vais surtout pas passer à l'électrique, à la voiture électrique. Ma voiture à essence, elle n'a pas besoin de borne qui va peut-être être sous l'eau. La question de la clim, c'est un autre exemple d'antagonisme entre atténuation et adaptation. Donc ça arrive. Et toute la question, c'est comment... en fait, l'adaptation va encore plus nous forcer, d'une certaine manière, à être malin sur l'atténuation. Et donc, on en revient à la question des choix extrêmement fondamentaux. C'est pas la même chose de se dire qu'on va adapter un golf ou qu'on va adapter le réseau de transport local pour aller au travail ou l'école. L'école où vous avez des agents d'EDF qui travaillent à la sûreté de la centrale. Enfin, c'est des enjeux territoriaux qui dépassent largement le cadre des entreprises. Soit dit en passant, c'est pour ça aussi que moi j'ai arrêté de travailler chez Carbone 4 il y a 1 mois et demi pour me consacrer à la politique, parce que je pense que sur les questions d'adaptation, c'est des questions qui sont fondamentalement politiques et de choix de société. Et pour revenir à ta question précédente sur à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une ville, donc je l'ai un tout petit peu mentionné, mais à l'heure actuelle, il faut quand même, là ok, on est entre nous, on complexifie, mais au niveau du grand public, je pense qu'il faut quand même simplifier. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Paris à 50 degrés,
Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ces représentations de l'adaptation où on nous dit c'est le croisement entre un aléa, donc là c'est un événement climatique, faut qu'on ait un objet qui soit exposé quelque part, et puis cet objet, on va le caractériser en fonction de sa vulnérabilité. C'est le croisement des trois. Historiquement, on a beaucoup travaillé sur l'aléa, ça c'est de la climatologie, et l'exposition, c'est de la cartographie. On croise les deux, on fait de la data, c'est génial. Et puis la vulnérabilité, on verra plus tard. Sauf que sur un territoire, la vulnérabilité, c'est des sciences humaines et sociales. Ce n'est pas complètement le cas dans des entreprises parce qu'il y a quand même des aspects très techniques qui se cachent, mais c'est aussi ça. C'est aussi des humains qui, à un moment, sont vos employés, sont vos clients, vos utilisateurs en fonction de vos services et tout. Et du coup, ce qu'on a fait dans la mission, c'est qu'on a fait un travail d'enquête assez approfondi qui rejoint... qui permet de mélanger des temporalités aussi entre les changements systémiques et les crises, parce que globalement, les gens ne font pas tellement la différence. Donc, moi, notamment, ce que j'ai beaucoup fait dans le 13e arrondissement avant la mission, c'est de poser à tout un tas d'acteurs, et ça, c'est complètement reproductible dans nos entreprises, c'est de leur demander, déjà, donc je cadrais le truc en mode, déjà, on ne parle que des canicules, on simplifie, on ne parle pas de tous les aspects du changement climatique, il faut bien commencer quelque part. Et ensuite, c'est 1, comment vous avez vécu les canicules précédentes, et 2, comment vous vous préparez aux canicules suivantes. Bon, déjà, rien que le fait de leur poser la question et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de réponse, ça crée une dynamique. Et à partir de là, quand chaque département, chaque acteur, chaque entreprise sur votre territoire commence à se poser ces discussions sur ses propres vulnérabilités, que ce soit en crise ou sur des changements de paradigme de plus long terme, là on commence à avoir une base pour entamer la discussion. Donc c'est que le début. Donc moi je suis étonné sur les 1 ou 2 ans à l'échelle d'un territoire, mais la mission Paris 50 degrés, ça a duré 6 mois, mais je l'ai proposé en fin 2020. Et je pourrais y passer ma vie, en fait. Et là, tout ce que je vous ai raconté sur un territoire, c'est une temporalité hors élection. Et là, il ne faut quand même pas oublier que, donc, ok, c'est le bordel au niveau national, mais quand vous élisez vos équipes municipales, elles sont stables. Il ne peut pas y avoir de dissolution au niveau municipal. Donc c'est un niveau qui va être plus stable sur les années qui viennent. Ça a été dit, moi je suis membre d'un parti qui s'appelle Génération Écologie, je siège dans le groupe écologiste, mais quelle que soit votre sensibilité politique, moi je vous invite à, parce qu'il va y avoir les élections en mars 2026, les élections municipales, de demander à vos sensibilités politiques de proposer des arbitrages, parce que l'élection ça sert à ça aussi, ça sert à faire des choix sur du fond. Et comme on est en train de dire on ne pourra pas tout sauver, il va falloir faire des choix, il y a bien un moment, il faut qu'on en discute. Donc soit on organise des conventions X ou Y pour discuter de ça, mais l'élection, c'est aussi un moment d'arbitrage. Donc demandez à vos candidats et candidates chéris des réponses sur ces sujets-là. Merci Alexandre. Peut-être pour rebondir directement sur ce que tu viens de dire, comment aujourd'hui l'écosystème secteur privé, secteur public s'organise? Comment ces deux mondes discutent ensemble? Parce qu'on travaille sur des localités diverses, mais il faut qu'on construise avec une diversité d'acteurs. Comment est-ce que chez Transdev, chez EDF, vous assurez un service public d'intérêt général, vous créez des liens et vous élaborez peut-être ensemble des feuilles de route? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que c'est une bonne habitude à prendre? C'est sûrement une très bonne habitude à prendre. Pour te répondre, dans une temporalité de 2 ans, on voudrait avoir des plans d'action dans les 6000 sites auprès des clients. C'est ça qui prend du temps. Mais là où je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, je trouve que c'est très important, il faut arriver le plus vite possible à la discussion. On a tendance, et d'ailleurs c'est, je trouve, un des défauts des premières méthodologies qui ont émergé au moment où on a commencé à travailler sur les plans d'adaptation, on passe trop de temps sur le diagnostic. On passe trop de temps sur l'élaboration des aléas, parce que c'est facile, parce que ça rassure tout le monde, parce qu'on n'a pas besoin de se poser des questions. Et, sauf qu'en fait, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on préfère garder? Parce que, en fait, ça va être ça, la question. Ça va être qu'est-ce qu'on préfère garder? Tu as dit aussi quelque chose de très important entre atténuation et adaptation.
c'est qu'en fait, l'atténuation est cruciale, l'atténuation est très chère. Et l'atténuation pour le transport public en tout cas, donc voilà, comme vous le savez, le transport public est en train d'électrifier tous ses bus, donc c'est très bien, parce qu'effectivement il y a un impact carbone qui est non nul. Il y a la question de l'électrification du parc automobile aussi, d'accord, mais ce sont des infrastructures qui sont fragiles, et ce sont des produits qui sont fragiles et qui finalement sont moins résilients aux aléas climatiques du futur. Donc en fait, les investissements vers les technologies vertes et vers les technologies d'atténuation ne sont pas forcément pertinentes dans tous les territoires, ou en tout cas, si on doit les faire, il faut vraiment les faire avec beaucoup de précautions sur la manière avec laquelle on va préserver nos investissements, finalement, qui nous coûtent cher, et avec des capacités d'investissement du public qui sont quand même finies. Donc la question de la discussion est absolument cruciale et absolument essentielle. Ce que je peux vous dire sur la manière avec laquelle aujourd'hui on travaille avec les municipalités, d'un point de vue sur le secteur du transport public, on ne travaille pas assez ensemble. La manière avec laquelle on discute pour parler des délégations de services publics, c'est par finalement de la réponse à appel d'offres sur des cahiers des charges. La question de l'adaptation aujourd'hui est trop absente des cahiers des charges. Ce sont des sujets qui n'apparaissent pas. Alors, est-ce que ça vient d'un manque d'ingénierie sur comment on peut l'intégrer au contrat? C'est possible. Est-ce que ça vient de la spécificité de la temporalité des contrats de transport public qui sont assez courtes? C'est possible. En fait, on attend un moment de révolution pour savoir ce qui va se passer et pour savoir comment on va adapter le contrat. C'est tout à fait possible. Toujours est-il que du coup, dans la discussion naturelle qu'on a avec les municipalités, on n'en parle pas suffisamment. Et à titre d'exemple, quand on regarde d'autres modalités contractuelles de mise en place de transport public, comme par exemple les partenariats publics-privés, qui sont beaucoup plus long terme, 25 ans, 30 ans, là, vous avez des parties de contrat entières sur le dispatch de la responsabilité du risque climatique entre les différentes parties prenantes du consortium. Donc, il y a des choses qui existent dont on pourrait probablement s'inspirer. Alors nous, on a beaucoup de contacts locaux autour de nos sites, puisque j'ai essentiellement parlé de nos centrales, on embarque là, maintenant de plus en plus la logique de l'adaptation, puisqu'on a un travail d'ailleurs avec l'ESSEC là-dessus, qui est assez large, dans ce qu'on appelle la chaire de durabilité. Donc on travaille beaucoup et on voit bien que chaque territoire est différent. Si je prends la centrale de Chaux dans les Ardennes, pour arriver à embarquer les élus ruraux de Chaux dans les Ardennes sur la dynamique de l'adaptation, alors qu'ils sont convaincus qu'ils habitent un territoire où il fait extrêmement froid en hiver et pas très chaud en été, c'est pas simple. Pourtant, ils ont une sensibilité majeure, parce que la forêt des Ardennes est mythique à la forêt, et la forêt est en train de mourir. Donc quand on embarque les gens sur les choses qui les touchent, on arrive à les embarquer. Il y a deux problématiques dans les Ardennes, la forêt et le logement. Donc dès qu'on parle d'adaptation, on est sur ces dynamiques-là. Pourquoi? Parce que nos installations, elles dépendent du territoire où elles sont. On dépend des routes, on dépend des ponts, on dépend des infrastructures publiques, on dépend des écoles. On l'a vu au moment du Covid, à partir du moment où on ferme les écoles, nous, on a un débat compliqué entre les gens qui doivent s'occuper de la centrale et les gens qui doivent garder leurs enfants. On a même été à un moment dans l'obligation de se substituer à l'éducation nationale pour mettre en place des endroits où on accueille les enfants pour que les gens puissent aller bosser. Donc on s'est aussi posé la question de l'interruptibilité du service, qui était dans ce cas-là celui de l'éducation nationale. Et c'est des vraies questions qu'il faut se poser, puisqu'on était dans ce qu'on appelle un fonctionnement en mode dégradé, ce qui n'est pas acceptable. Donc évidemment, on dépend. Alors le territoire du Dunkerquois, c'est absolument pas la même problématique de Chaux. Donc on ne parle pas aux élus du Dunkerquois au même titre que Chaux. Mais par contre, le problème du Dunkerquois majeur, c'est l'eau douce. Avec la montée du niveau de la mer, le truc qui s'effondre dans la mer et la difficulté à avoir de l'eau douce, c'est évidemment un sujet majeur qui n'est pas facile à aborder parce qu'eux aussi ils sont convaincus qu'il pleut beaucoup chez eux. Bon, l'histoire montre en ce moment qu'il ne pleut pas. Donc ou alors il pleut trop et ils sont inondés. Mais là aussi, il y a des choses indispensables. Quand on est sur le Nogentais, on n'est pas loin de Paris, donc on a le débat de l'importance et on a un débat majeur sur la qualité de l'eau. Et là, on bute, par exemple, typiquement sur la profession agricole avec qui on a énormément de mal à discuter. Et pour nous, c'est un vrai sujet, c'est un sujet majeur dans le sud-ouest.
Et pourtant, la centrale de Golfech dans le sud-ouest, on ne peut pas l'arrêter parce que c'est elle qui tient le réseau du sud-ouest. Et vous savez que le sud-ouest est très attractif. Il y a plein de gens qui sont partis dans le sud-ouest au moment du Covid. C'est un endroit merveilleux, extraordinaire, il fait beau, il fait blablabla. Du coup, la centrale de Golfech est structurante et la centrale de Golfech, c'est sur la Garonne. Et vous n'êtes pas sans vous savoir, la Garonne, elle n'est pas gaillarde. Hein. Donc, en particulier en été. Et en face, il y a Maïsadour, au bout. Sympa, la discussion est sympathique. Et on a énormément mal. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des manifestations agricoles, ils viennent nous bloquer la centrale de Golfech avec un argument que j'adore, qui est quand on bloque une centrale, on a la télé. Super. On adore. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Golfech ? À Golfech, on a acheté énormément de terrain pour se dire, il va falloir qu'on tienne Golfech quoi qu'il arrive, et donc il faut qu'on imagine des solutions qui nous permettent d'économiser l'eau de la Garonne. Donc pour ça, on est obligé de mettre des équipements supplémentaires. Et là où on va avoir un débat compliqué au niveau national, c'est que ces équipements supplémentaires, ce n'est pas le marché de l'électricité qui va accepter de les payer. Et pourtant, il faut absolument qu'on le fasse, parce qu'on a absolument besoin de Golfech pour tenir le système électrique. Et ça, c'est un débat qu'on n'arrive pas à avoir aujourd'hui. Et c'est un débat fondamental parce que c'est celui du débat de qu'est-ce qu'on accepte, et ça je suis sûr que Clotilde l'a aussi, qu'est-ce qu'on accepte comme interruptibilité du service. Et ça, c'est un débat de fond. Qu'est-ce qu'on met au nom de l'intérêt général? Et ce débat-là, aujourd'hui, il est impossible à avoir. Et pourtant, c'est le débat de fond. Et aujourd'hui, on a le plan national d'adaptation, le PNAC est très bien, alors, super, tout y est, sauf il n'y a pas le premier euro. Et nous, on nous dit, démerdez-vous pour être là en 2050, 2070, 2100. Mais j'y suis comment? Comment j'y suis si je n'ai pas les moyens d'investir? Et on a les techniques pour le faire. Il y a la centrale de Palo Verde qui est en Arizona, avec qui on a des échanges. En plus, c'est la petite sœur des nôtres. Parce qu'eux, ils tiennent dans le désert, donc des techniques, on les a, mais c'est des techniques chères. C'est de la technologie chère. Donc la question fondamentale, c'est comment on fait et comment on finance. Donc toutes ces questions-là, c'est malheureusement des questions qu'on n'arrive pas à avoir. Et même si on a d'excellentes relations avec les territoires, parce que ça, c'est des questions nationales, et on voit bien aujourd'hui qu'on est dans l'incapacité de porter ces questions-là, qui sont structurantes. Réaction. J'ai envie de réagir sur tellement de points. Très rapidement, je suis désolé, je ne partage pas du tout votre enthousiasme sur le PNAC. C'est un pchit, ce truc. Non, mais... Oui, il existe. Oui, ok, il y a plein de choses comme ça qui existent. Mais effectivement, il y a une autre manière de dire qu'il n'y a pas d'euro, c'est qu'en fait, Bercy n'était pas impliqué, mais il n'y avait pas non plus le ministère des Armées, il n'y avait pas non plus le ministère des Affaires étrangères, et il n'y a pas le ministère de l'Intérieur. Alors qu'on est en train de quand même parler d'un truc sur l'habitabilité du territoire et de notre sécurité collective. Donc oui, c'est toujours mieux que rien. Et on l'attendait comme le Messie, ce PNAC. Il n'y a pas un euro, il n'y a pas un début de discussion collective sur les arbitrages difficiles. Par contre, il y a un truc que vous avez dit, ce n'était pas ce que vous vouliez dire, mais effectivement, on peut aller vers une sorte de privatisation encore accentuée du monde, parce qu'il y a des entreprises qui vont se dire, moi, pour pouvoir fonctionner, il va falloir que je sécurise des trucs qui sont de l'ordre du bien commun à l'heure actuelle. Donc on sait très bien qu'il n'y a pas d'entreprise française qui y arrivera, mais il y a peut-être des entreprises américaines qui vont se dire, attendez, moi, hop, l'électricité, maintenant c'est pour moi, l'eau, c'est pour moi, l'eau pour mon électricité, c'est pour moi. Et ça c'est ce qui est en train de se passer, parce que collectivement, ce qu'on pourrait appeler les terriens et les terriennes ne sont pas suffisamment ensemble. Et pour répondre très rapidement à ta question sur comment on peut fonctionner un petit peu mieux, moi ce que j'ai constaté de là où je suis à la mairie de Paris, à savoir je suis élu sans être dans l'exécutif, donc j'ai une vision limitée sur ce que fait Paris là-dessus, mais je trouve que donc je vous ai donné un indice tout à l'heure, il y a le travail d'enquête. Quand vous avez zéro moyen, vous pouvez quand même commencer par ça, parce que moi je l'ai fait dans le 13e avec une super stagiaire. Donc c'est possible dans beaucoup d'organisations de faire ce travail d'enquête sur comment les gens ont vécu tels événements climatiques, c'est-à-dire pour commencer à documenter. L'étape un peu après, quand vous voulez travailler au-delà de votre organisation, je trouve que c'est les exercices de gestion de crise. Ça a ses limites, bien entendu, mais c'est une première manière d'entrer dans le dialogue par la crise. Je trouve qu'il y a une pédagogie à ça, et
ça permet d'impliquer d'autres personnes dans les structures que les classiques de la RSE, parce qu'on en a vu toutes les limites. À un moment, on va beaucoup plus vers les opérationnels, et ça leur parle. On va vers aussi des sphères qui sont même... pour qui le mot d'écologie est un repoussoir. Donc moi, par exemple, j'utilise plus beaucoup ce mot-là. Et là, on peut avoir de nouveau du dialogue parce que, entre guillemets, on est sur du concret. C'est effectivement, si on avait une coupure d'électricité, en fait, là, qu'est-ce qu'on ferait ? Tiens, si là, nos clims fonctionnaient plus dans telle tour de la Défense, qu'est-ce qu'on ferait ? Et ça crée de... faut pas oublier que la crise au sens d'une raréfaction très rapide, c'est aussi un vecteur d'entraide et d'imagination. C'est pas uniquement un truc anxiogène à partir du moment où c'est explicitement traité. C'est sûr que si je dis juste, tiens, on va avoir des interruptions d'électricité, oui, ok. Mais si on commence à dire, tiens, le jour où ça arrive, en fait, comment est-ce qu'il faudrait qu'on se réorganise ? Ça, c'est un vecteur d'action. Alors moi, je ne partage pas tout à fait la crise, parce que la crise, elle a un début et une fin. Et nous, on le voit, puisqu'on fait de la gestion de crise en permanence, la crise, elle est extraordinairement mobilisatrice. D'ailleurs, on a même des équipes qui adorent les crises parce que c'est le moment où ils retrouvent le service public à fond et autres. Mais le dérèglement climatique, c'est une dérive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un début et une fin. Il n'y a pas de fin. On est sur une trajectoire qui n'est pas la bonne. Et c'est là que moi, je suis extrêmement prudente sur le discours autour de la crise parce que il faut que tout le monde intègre que c'est une dérive climatique. Ça ne va pas revenir à la normale. D'abord, il n'y a plus de normale. Donc, on ne revient pas à la normale. On est sur une dérive. Et c'est ça qui est difficile à défendre. Et alors, c'est vrai, ça permet d'ouvrir le dialogue, mais nous, on est très prudents là-dessus parce qu'il faut que tout le monde intègre le fait, et c'est difficile avec les élus du territoire, parce que, par exemple, sur le Dunkerquois, j'ai un truc que j'adore, on discute de la problématique avec le Dunkerquois, c'est un polder. Et donc, il y a un système de canaux qui date du Moyen-Âge, qui s'appelle les waterings, qui pompent. Et lorsqu'on a commencé à discuter de la dynamique du Dunkerquois, on avait rencontré le président des waterings, qui est quelqu'un absolument charmant, qui me dit « Non, écoutez, il n'y a pas de problème. Les Allemands, ils ont déjà coupé les waterings, la mer est venue, elle est repartie, on a redémarré. Le problème, c'est que le dérèglement climatique et la montée de la mer, ce n'est pas les Allemands. Ils ne sont pas venus, ils sont repartis. Elle ne va pas repartir. » Non, et ça, et dans l'esprit du territoire, la crise était gérable. Il me dit non, mais attendez, ce n'est pas une crise, c'est une dérive. Et la montée de la mer, c'est encore la pire, c'est celle qui va monter pendant extrêmement longtemps. Donc on a du mal parce que la crise, on se dit, on va serrer les fesses, on va y aller, ça va passer. Oui, mais non, on est dans une dérive. Et c'est pour ça que je suis prudent là-dessus, même si je partage ton analyse qui est de dire que ça permet de mobiliser les gens au départ. Ça permet aussi d'avoir une bonne... Enfin, ça permet d'avoir un diagnostic sur justement un sujet quand même qui existe autour de comment on règle de façon un peu durable la gestion climatique d'un territoire, c'est qui doit être impliqué dedans. Nous, il y a quand même... Les crises nous ont permis d'identifier que, en fait, ce n'était pas entre Transdev et ses clients. En fait, c'est entre Transdev, ses clients, les usagers, tous les services de sécurité, certains services de sûreté, la voirie. En fait, il y a énormément de personnes qui doivent être impliquées dans un processus de gestion d'aléas, pour que justement ça donne pas une crise. Pour vous donner un exemple, un des aléas climatiques que Transdev a subi est arrivé au moment d'un concert d'Elton John en Nouvelle-Zélande. Donc il a fait son farewell tour il y a quelques temps là. Et en fait, quand il est passé à Wellington, il y a eu des crues du fait des précipitations. Et les crues étaient massives. Il se trouve que le moment où la crue a commencé à faire peur, pas aux autorités, mais au stade, c'était à 19h pour un concert à 20h. Autant vous dire que le stade était plein. Et en fait,
Ils ont contacté les autorités et les autorités ont demandé à ce qu'il y ait une évacuation. Et en fait, c'est un cas d'école, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le jour où on fera le Rex de ça, ce sera très intéressant de savoir quelle était la situation la moins risquée. Est-ce que le moins risqué, c'était de gérer l'évacuation dans le stade? Est-ce que le moins risqué, c'était effectivement d'évacuer les gens? Alors, il se trouve qu'il n'y a pas eu de mort et que donc la situation s'est bien passée. Ceci dit, les crises ont quand même la valeur du rétex, pour peu qu'on le fasse. C'est toujours un peu ça. Et pour peu qu'on apprenne quelque chose suite à cette crise, c'est d'identifier quand même les gros manquements qui existent dans la gestion d'une problématique sur un territoire, je trouve. Merci Clotilde. Alors, le public me regarde avec attention parce qu'il meurt d'envie de vous poser des questions. Je vais peut-être leur laisser la parole. S'il y a des questions qui émergent, on peut vous prêter un micro. Je vais être taquin. Il y a des projections saisonnières qui sont sorties par Copernicus il y a 15 jours, une semaine, pour juillet, août, septembre. Grosso modo, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, on est d'accord, mais on va se placer dans un exercice de pensée. Et grosso modo, les projections, c'est un été 2003 et potentiellement un été 2003 actualisé à 2025. Donc entre-temps, on s'est pris grosso modo 0,4-0,5 degrés d'élévation de température moyenne. Vous êtes prêts? Ça veut dire que demain, on avait eu 39, 40, hein, je crois, à Paris en 2003. Il y a eu 41 en 2019, ou de 22, je ne sais plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur le transport, vos climatisations? Vous dépendez de réseau télécom. Côté data center, le réseau télécom, c'est des beaux data centers qui sont en plein centre-ville de Paris. Est-ce que vous êtes assuré qu'eux, ils étaient fonctionnels? Parce que si vous n'avez pas de télécom, est-ce que vous pouvez continuer à fonctionner? Pareil, hein, côté élec, hein, qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de sécheresse au niveau des câbles électriques dans le sol, etc. etc. Exemple, dôme de chaleur de Lytton, il y a des rétex intéressants. Donc, on est prêt ou pas? Alors, pour cet été, oui. Parce que nous, on a commencé à bosser dessus en février parce qu'on voyait déjà les tendances. Alors, d'abord, il y a deux choses fondamentales. C'est que nous, on est absolument certains maintenant qu'on va passer avec des cycles réguliers d'années très humides et d'années sèches. On a vu les incendies aux États-Unis. On sait très bien qu'année très humide, beaucoup de végétation, un coup de sec et incendie derrière. Donc, on est assez sensible à ça. Donc, nous, on a vu les tendances arriver en février. Donc depuis février, on est dessus. On a une problématique majeure, c'est qu'on a pas mal. D'abord, on n'est pas tout à fait dans la situation de 2003 parce qu'on on est rentré dans la saison en sol humide. En 2003, on est rentré en saison en sol sec. Une canicule sol sec, c'est pire qu'une canicule sol humide. Donc de ce côté-là, c'est plutôt mieux, même si évidemment on a les 20 ans après 2003. Donc on est plutôt bien sur aujourd'hui en matière de remplissage du lac France. Contrairement à 2023, où on sortait de 2022, si on avait une année sèche en 2023, on était très mal. Là, on rentre avec le lac France plein. Donc, on n'est pas en difficulté hydrologique. Ce qu'on a comme difficulté, c'est le nord et l'est, qu'on a en alerte, nous, depuis février. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait très bien que nos centrales du nord et de l'est vont devoir passer sur des étiages importants. Donc, elles vont faire ce qu'on appelle de l'économie combustible, c'est-à-dire qu'elles sont à plein régime là, et elles vont alléger l'été, et on va relayer par les centrales de la Loire, dont tous les barrages sont pleins, donc on sait que la Loire pourra tenir. Donc, nous, on est du point de vue de la production électrique prêts. Les réseaux sont préparés aussi, ça n'empêchera pas d'avoir des boîtes qui claquent, ça c'est sûr. Mais globalement, on n'est pas inquiet, nous, du point de vue de la production d'électricité, pour le passage de l'été et autres. Évidemment, si derrière 2025, on avait 2026 qui sèche, on serait dans une autre situation. Mais aujourd'hui, là où il va y avoir des difficultés, on sait qu'on va avoir des discussions compliquées, c'est sur l'Est, où par exemple la centrale de Cattenom a un réservoir qui est pour elle, hein, qui a été créé pour elle dans les Vosges, qui est le lac de Vieux-Pré, un endroit très très joli, qui a été créé pour compenser l'évaporation des aéros de Cattenom. On va freiner Cattenom à partir de la fin juin, donc on aura très peu d'évaporation, nous, de la Moselle.
Du coup, on ne va pas faire beaucoup de lâcher d'eau. Et c'est la ville de Nancy qui va se mettre à hurler à partir du mois de juillet. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle vit derrière nous. C'est nos lâchers d'eau qui alimentent la Meurthe et qui permettent à la ville de Nancy d'avoir de l'eau potable. Mais nous, on ne va pas lâcher d'eau parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Donc on va avoir des discussions sympathiques sur le territoire. Et c'est bien le partage de l'eau sur un ouvrage qui en réalité était fait pour Cattenom. Donc ça, on sait que la discussion va arriver. On est en discussion avec l'agence de bassin, on se connaît bien, on travaille beaucoup ensemble. Donc on a un vrai travail avec la région Grand Est sur la dynamique de l'eau, parce que derrière, il y a les canaux. Donc on n'est pas insécurisé pour le passage de l'été cette année. Mais ça ramène des questions majeures derrière, qui est ce que j'ai déjà dit, qui est la nécessité de rouvrir le débat du stockage de l'eau, la nécessité de préserver au maximum le stockage naturel de l'eau. Et ça, c'est des discussions qu'on arrive à avoir avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qu'on arrive à avoir avec la région Grand Est de façon vraiment importante. Et ça, c'est plutôt des bonnes... Et qu'on a vraiment très très bien avec la préfecture et le SGAR. Donc, il y a d'autres territoires sur lesquels c'est plus tendu, et en particulier sur le Dunkerquois, où là, on est en sécheresse. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en sécheresse, qui n'est pas habituelle. On a une sécheresse en Normandie aussi. Donc là aussi, alors c'est des centrales bord de mer, c'est un petit peu différent, mais on envisage aussi des pilotages spécifiques là-dessus. Mais on n'est pas inquiet pour le passage de l'été, mais ça fait depuis février qu'on est dessus. Donc, c'est Ludovic, c'est ça ? Ok. Je reconnais des visages de LinkedIn avec d'autres boucles. Question orientée, je me suis dit, tiens, ça me rappelle un poste. Non, c'est salutations amicales, hein, c'est un shifter, on échange là-dessus. Moi, je suis inquiet. Moi, je suis inquiet parce que, donc effectivement, les chiffres ont été rappelés. Hein, la canicule de 2003 à Paris, c'est 39. Le maximum atteint en 2019, c'est 42,6. Et donc, si vous boostez un petit peu ça, est-ce qu'on peut de nouveau battre le record, hein, sachant que les extrêmes affichés dans les modèles, parce que maintenant ils mettent des sortes de boosters dans les modèles pour aller chercher les trucs qu'on ne voyait pas venir avant, c'est qu'on pourrait atteindre le 45 degrés à Paris au climat actuel. Donc ça, on l'a su 6 mois avant les JO. Cette étude-là est sortie 6 mois avant les JO. Et moi, j'ai essayé de lancer l'alerte, mais je me suis reconnu dans l'effet Cassandre. J'ai dit, en fait, là, on est en train de... Les Jeux Olympiques, c'est un immense pari contre le changement climatique. C'est-à-dire qu'on croise les doigts pour qu'il fasse beau, parce que c'est en extérieur, dans des lieux magnifiques, il n'y a pas machin. Et on espère aussi qu'il ne fera pas trop chaud en même temps. Et on a eu un coup de bol, mais monumental, parce qu'il y a juste quelques jours, il a fait un tout petit peu chaud à Paris. Bon, là, si ça se trouve, c'est cet été qui va faire très chaud. C'est parce que François Hollande était dans les tribunes. Et donc, il faudra peut-être le ressortir. Il faut qu'on l'accroche sur la Tour Eiffel pour qu'il attire la pluie. Non, mais vous voyez où on en est. C'est-à-dire que là, on est en train de se dire, c'est un peu comme le maire de Perpignan, Rassemblement National, qui maintenant, tous les ans, participe aux marches chrétiennes, une procession pour qu'il pleuve. Bon, moi, je trouve que c'est pas ma vision de la politique. Pourquoi je m'inquiète ? Parce que effectivement, donc on croise les doigts pour que le réseau électrique tienne. Donc côté production, c'est plutôt rassurant. En tout cas pour cette année, c'est rassurant. Après, il y a quand même la phase transport. Après, il y a la phase distribution. Ok. Donc chaque maillon a ses fragilités. Tout ça dépend allègrement aussi à un moment donné vous l'avez mentionné, des télécommunications où les opérateurs n'équipent pas à Paris les antennes des mêmes déflecteurs de chaleur qu'à Toulouse à l'heure actuelle. Okay, donc on a un réseau qui est plus fragile de ce point de vue-là. C'est pas le cas pour les réseaux du ministère de l'Intérieur ou des armées. Hein. Donc on a quand même des backups qui fonctionnent encore. Mais par contre, donc, quand je parlais de l'exercice de gestion de crise, à Paris, on a organisé un exercice de gestion de crise. Et une partie très visible, qui a été très médiatisée, parce qu'on mobilisait un EHPAD, des écoles, etc. Et il y a une partie qui n'était pas du tout filmée, mais qui consistait à mettre des gens de l'administration dans une salle, et on leur fait simuler un exercice. Et moi, ce qui m'a
beaucoup embêté. Alors déjà, c'était génial que la ville fasse ça, et il faut le refaire. Il faut que d'autres villes le refassent, d'autres institutions et tout. Mais le problème, c'est qu'ils ont simulé un dôme à 45 degrés avec des clims qui fonctionnent. Alors que, moi, de ce que j'entends des gens qui travaillent dans ce domaine-là, toutes les clims qui sont installées à Paris ont une température maximale de fonctionnement autour de 42-43 degrés. Donc ça, c'est un très bon exemple de point de bascule. C'est-à-dire que 42, 43, ça tient. Bon, ok, 43, il y a peut-être des trucs où ponctuellement ça lâche. Et vous passez à 44, 45, vous êtes dans un autre monde. Et c'est ça qui ne peut pas se simuler. Ça peut se jouer dans un jeu de rôle, mais ça ne se simule pas au sens de la data qui va nous permettre de... Donc, on s'était bien foutu de ma gueule quand j'avais dit mais attendez, les JO, ça pose quand même un problème. Alors, les prochains sont à Los Angeles. Hein. Super. Oui, c'est ça, tout va très bien se passer, Madame la Marquise. Donc, quelques trucs que vous pouvez faire. Donc, la bataille de la fraîcheur, elle se livre dès maintenant. Donc, parce que la fraîcheur et la chaleur, ça s'accumule chez vous. Aérez chez vous la nuit, le soir, à partir de maintenant, au cas où il fasse très chaud cet été. C'est-à-dire, faites comme s'il faisait déjà vraiment très chaud et vous aérez. Commencez à en discuter dans les locaux où vous travaillez, parce qu'il y a plein d'endroits qui sont très chauds juste parce que personne n'ouvre la fenêtre la nuit ou tôt le matin, si par exemple pour des raisons X ou Y c'est pas possible, et donc vous avez comme ça des températures qui montent tout au long des canicules, alors qu'une simple aération nocturne permettrait de faire le job. Et ensuite, effectivement, vous pouvez, par rapport à certaines personnes fragiles, donc comme les personnes âgées, ça vous le savez sans doute depuis 2003, mais de plus en plus c'est aussi les enfants en bas âge et les femmes enceintes. Moi, si vous en avez autour de vous, je pense qu'il faut réfléchir à un plan B sur si ça se confirme, l'effet dôme de chaleur en France, pour que ces personnes-là ne soient pas dans une ville comme Paris qui est un four, en fait, les nuits d'été. Oui, à propos de la mobilité, donc effectivement, la question des clims est une vraie question. Effectivement, il y a des problèmes de résilience des clims utilisés en France et en Europe. Donc effectivement, on risque d'avoir des petits dysfonctionnements de clim. C'est un bon exemple du caractère très, comment dirais-je, multi-acteur du transport public. Parce qu'en fait, je peux vous répondre sur tout ce qui est matériel roulant routier, je peux vous répondre sur tout ce qui est bus et cars. Il se trouve que Transdev a beaucoup d'activités à Los Angeles et à Phoenix, donc tout ce qui est dôme de chaleur, on connaît très très bien. On connaît très très bien, donc on sait que le gros des dysfonctionnements, c'est effectivement les clims qui claquent et c'est les bus qui ne démarrent pas, les bus thermiques qui ne démarrent pas, sans compter les problématiques graduelles énormes de vieillissement de batteries électriques que ça génère. Donc en plus de ça, en fait, c'est une période qui va accélérer le vieillissement d'une partie du parc. Donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise très bien. En revanche, en ce qui concerne le ferroviaire, la question des dômes de chaleur concerne l'infrastructure de rails sur lesquels les transporteurs publics n'ont aucun contrôle, sur lesquels les territoires, d'ailleurs, les municipalités n'ont aucun contrôle non plus. Et donc, en fait, en cas de déformation de rails ou de 65 degrés au sol, eh bien, il y aura effectivement des discontinuités sur le ferroviaire. Donc, pour répondre à ta question, partout où c'est possible chez Transdev, on est prêt. Mais il est à prévoir quand même que s'il y a un dôme de chaleur un peu long, il y ait des discontinuités. Est-ce qu'il y a d'autres questions, en essayant de faire plutôt court, parce que vous avez vu que nos intervenants ont plein de choses à raconter. Merci. Déjà... merci beaucoup déjà pour vos interventions, c'était hyper intéressant. J'ai une question pour vous, Catherine, concernant les centrales nucléaires et notamment en fait, les centrales nucléaires qui sont le long du littoral. Quelle est aujourd'hui la stratégie d'adaptation d'EDF pour ces centrales-là? Et je pense notamment au rapport de Greenpeace l'année dernière, alors qui avait fait débat,
Mais voilà, j'aimerais avoir votre retour et votre analyse là-dessus. On va prendre une deuxième question, puis je répondrai à... Bonjour à tous, merci beaucoup. Vous m'avez un peu inquiété. Et j'ai vraiment l'impression qu'on s'oriente vers un futur où chacun va défendre son beefsteak et où il va y avoir des conflits sur les usages et également sur les territoires. J'ai l'impression qu'on va avoir un peu le phénomène du too big to fail dans le futur. En tout cas, c'est à ça que je pensais quand je vous écoutais. J'imagine bien des territoires qui pourraient être défavorisés par rapport à d'autres et qu'on priorise peut-être les grandes agglomérations dans le futur, que certains territoires soient défavorisés. J'ai l'impression qu'EDF parviendra peut-être à défendre, que Catherine, vous parviendrez peut-être à défendre des réservoirs d'eau pour EDF, mais qu'il y aura des entreprises qui seront qui auront peut-être moins de facilité pour défendre leur beefsteak par rapport à l'État. Du coup, j'ai la question suivante. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour favoriser les arbitrages? Ou bien, est-ce qu'il faut aujourd'hui commencer à favoriser les arbitrages, par exemple sur les territoires? Est-ce qu'on doit commencer à regarder des territoires sur lesquels on arrête d'investir? Est-ce qu'on demande aux gens d'arrêter de déménager sur la Côte d'Azur? Et si oui, comment est-ce qu'on l'organise démocratiquement et peut-être économiquement? Merci. Facile. La démocratie, c'est pour toi. Je vais répondre à Greenpeace. C'est finalement plus simple. C'est plus facile. Je te laisse la démocratie. Alors, on n'est pas démocrate chez EDF. Voilà, alors la question du littoral. Évidemment, la question du littoral, la première question, pour nous, c'est la montée du niveau de la mer et la disponibilité de l'eau douce, puisque les centrales nucléaires ont besoin d'eau douce, comme tous les territoires, et qu'évidemment, quand la mer monte, les aquifères côtiers se salinisent. Et dans les très mauvaises solutions d'adaptation, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont à Ibiza ou dans les îles espagnoles, parce que la très mauvaise solution d'adaptation, c'est la désalinisation. Mais toutes les îles vivent avec des unités de dessalement qui fonctionnent au fioul. Là, je dis ça, je dis rien. Voilà, juste pour un détail. Donc évidemment, la mauvaise solution, c'est la désalinisation. Néanmoins, il faut parfois se poser la question. Donc nous, on a deux questions. La montée du niveau de la mer et la salinisation des aquifères côtiers, qui sont les questions que toutes les collectivités du littoral ont. Alors les centrales nucléaires, elles ont été prévues sur des plateformes extrêmement importantes. Et d'ailleurs, si tu regardes la carte BRGM avec la montée du niveau de la mer à 1 mètre, il y a 2 points blancs dans le Dunkerquois. Une, c'est notre centrale. L'autre, c'est Vauban, qui a super bien imaginé Gravelines. Lui, il avait tout compris du dérèglement climatique. Donc voilà, c'est Gravelines n'est pas sous l'eau et notre centrale pas non plus. Alors évidemment, la vraie question du territoire, la vraie question que Greenpeace n'a pas posée, c'est pas la question de la centrale nucléaire, c'est la question du polder du Dunkerquois. La vraie question, c'est celle-là. C'est un polder. Et un polder, ça va sous l'eau. Et quand on voit les investissements que consentent aujourd'hui les pays comme la Hollande ou même la Belgique pour préserver leur territoire, parce que la Hollande, c'est essentiellement un polder, c'est colossal pour maintenir c'est la survie de la Hollande. Donc la vraie question, elle est là. Donc ils adorent venir taquiner EDF, mais nous, on est hors eau, mais pas les autres. Donc la vraie question, elle est là. C'est comment on préserve le Dunkerquois. Et si on décide de ne pas préserver le Dunkerquois parce que c'est trop cher ou trop machin, mais c'est un discours qui n'est même pas abordé aujourd'hui. Le préfet de région a fait une étude, il a d'ailleurs pas duré longtemps après, sur cette question-là. Non mais c'est vrai, c'est vrai. On a eu un préfet qui était excellent, qui a essayé de travailler là-dessus, mais ce n'était pas possible d'aborder la question. Et là, pourtant, la question, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le Dunkerquois, si vous écoutez? On met des gigafactories, on implante McCain, là, qui va nous faire des patates et des frites à donf, ce qui va détruire les dernières zones inondables de là pour planter des patates. C'est comme ça qu'on va faire. Le préfet a écrit que c'était absurde. Il n'a pas tenu 15 jours. Mais il avait raison. Il avait raison. Et l'État a fonctionné. C'est-à-dire les services de l'État ont fonctionné, sauf que ils n'ont pas eu droit à la parole. Donc le vrai sujet, et je pense que là où Greenpeace se trompe, c'est pas d'aller taquiner EDF sur l'atome, parce que effectivement la centrale est hors eau. Le vrai sujet, c'est comment on préserve le Dunkerquois. Et il va falloir rendre, et en particulier de le delta de là, il va falloir rendre des territoires à la nature. Et c'est là où on rejoint la discussion que tu vas avoir sur la démocratie. C'est comment on rend... Non mais c'est bien, mais comment on rend des territoires à la nature?
Mais je ne sais pas si vous avez regardé au moment des inondations l'année dernière, c'était très très mignon. Donc il y a ce qu'on appelle des Rome Express. Vous savez, l'eau qui arrive des Antilles, hop, pouf, ça tombe toujours sur le delta de l'Arve. Ça avait énormément d'eau, donc il y a eu énormément de gens inondés. On avait toute une série de... Alors évidemment, il y a les Waterins qui n'arrivaient plus à pomper l'eau, on a amené des pompes supplémentaires, enfin, ça c'est un détail, mais il y avait énormément de gens qui intervenaient, et on voyait écrit « Monsieur Machin qui habite hameau du Marais ». Mais s'il habite hameau du Marais, putativement, il y a eu de l'eau un jour. On pourrait le croire. Donc évidemment, c'est une question majeure, parce que l'eau, elle est revenue dans le Marais. Mais du coup, il y a sa maison dans le Marais. Donc il y a de l'eau dans sa maison. Donc c'est sûr que ça va revenir. Donc la vraie question, c'est comment je rends des territoires à la nature pour que... Et ça c'est une question extrêmement difficile à débattre du point de vue démocratique. Mais il y a une attractivité, les gens veulent acheter sur les falaises, les gens veulent acheter au bord de mer, mais non, il faut reculer. Le débat de la riziculture ou de la viticulture en Camargue est un vrai sujet. Il n'y a rien à faire, la Camargue, elle sera sous l'eau. Donc si on veut préserver l'essentiel de la Camargue, il faut que l'eau puisse aller quelque part. Et pas pour la démocratie. Catherine présidente. Non, il paraît que maintenant, il faut quelqu'un du privé pour sauver la France, donc on ne sait jamais. Bon, donc moi, j'avais fait une introduction en vous parlant des tenants de la croissance à tout prix et de la consommation à tout va. Ce que je m'étais mis dans mes notes, mais que je n'ai pas osé se dire, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop fort pour l'introduction, mais maintenant, je pense que vous êtes à point. C'est qu'en fait, on est déjà dans une lutte à mort. Il faut arrêter de faire les bisounours. Il y a quand même des projets de vision de où va l'humanité qui sont fondamentalement en opposition. Et Trump est l'émanation suprême jusqu'à présent de cette philosophie-là. D'autres peuples avant ont déjà eu ce genre de problème. Et la différence, c'est que là, on est entre pays dits développés, dits riches, et on se dit, mais en fait, on est en train de se faire bouffer, là. Il se passe des choses aussi chez nous, sur nos territoires, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a un auteur qui décrit ça très bien, qui s'appelle Arnaud Orain, O-R-A-I-N. Il a fait... pas besoin de lire son livre. Non, mais c'est hyper long, en détail historique. Une interview chez Blast, c'est très très bien pour comprendre son propos. Je trouve que c'est la personne qui explique le mieux ce qui est en train de se passer depuis les années 2010 sur ce côté lutte à mort et transformation du capitalisme sur lui-même. Et on sort d'un sorte de libéralisme vers un truc beaucoup plus explicitement impérialiste. Et donc, ok, on s'est fait peur, mais dans le bon sens du terme, là. On s'est fait peur dans le bon sens du terme parce qu'avant, on avait peur d'un truc fin du siècle, les ours polaires, les Bangladis. Donc, globalement, tout le monde s'en foutait un peu. Et puis là, on est en train de se dire, mais en fait, c'est cet été. C'est cet été, c'est ici. Ah, déjà, il y a un peu plus d'intérêt. Ok, mais une fois qu'on s'est dit ça et qu'on est devenus tous des radicaux sur l'atténuation, on fait quoi? Parce que les associations ne font pas vraiment le job. Les ONG ne font pas le job sur la question de l'adaptation. Je n'ai pas le temps de développer sur mon analyse sur pourquoi, mais pour l'instant, il n'y a que Oxfam qui a fait un super rapport là-dessus. Le parti écologiste dominant est absolument inaudible. Déjà, globalement inaudible, puisqu'on parle d'une France de trois gros blocs et on dit qu'il n'y a pas jamais les écologistes dedans. Hein. Et en plus, sur l'adaptation, je vous lis des coulisses parce que c'est croustillant. Ça fait quand même 5 ans. Donc, moi, je ne suis pas d'Europe Écologie Les Verts, mais je travaille tout le temps avec eux. Ça fait 5 ans que je leur dis qu'il faut organiser des événements pendant leur journée d'été sur l'adaptation. Pour la première fois, il va y avoir un truc cette année et ils ont peur d'en faire 2, alors que c'est sur 3 jours. Vous vous rendez compte la quantité de trucs qu'on aurait à se raconter sur 3 jours, alors que ce truc-là, c'est fondamental et ça permet de parler à des gens qui ne se sentent pas écolos. Donc on a ça qui ne fonctionne pas. J'ai envie de vous dire, il y a un moment, il va falloir se retrousser les manches, hein, parce que si on attend que les autres le fassent, ça ne marchera pas. Donc moi, je tente 2 trucs, et je terminerai là-dessus. Déjà, 1, engagez-vous. Je ne crois plus du tout au côté, on va former les élus. Je l'ai vu de l'intérieur, en fait, ça ne marche pas. Ils n'ont pas le temps. Une fois que vous êtes élu, en fait, vous n'avez pas le temps
de lire beaucoup, d'écouter beaucoup de confs, de transformer votre pensée. Il vaut beaucoup mieux que ce soit des gens qui, notamment par exemple des shifters, qui se disent allez hop, on va y aller, nous on va aller au fight, on va aller se battre parce que c'est une question en fait c'est une question de survie. Voilà, c'est une question de survie cette histoire. Donc juste pour qu'on ait d'autres rendez-vous, 29 juin à Paris, il va y avoir une grosse manifestation avec concert pour se battre contre la loi du plomb. Parce qu'on est en train de réintroduire des poisons dans nos vies. Il pleut, je ne sais plus quel néonicotinoïde au Japon. Enfin, c'est un truc de dingue. On a l'impression d'être déjà dans une dystopie. Bon, je ne rentre pas dans ce détail-là. Le 29 juin, il se passe quelque chose qui me dit... mais il y a un concert, ok 6 septembre, après-midi, dans le 12e, moi, j'organise un jeu de rôle politique où on se dit, ok, là, on va être 6, on va être par table de 6, et on va simuler qu'on est dans l'exécutif municipal. C'est cool, on a été élu en mars 2026, pas de bol, énorme canicule à l'été 2026. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, l'appareil politique, il n'est pas prêt non plus. Les gens qui se présentent, c'est des gens comme vous et moi, ils ne sont pas forcément préparés à ça. Donc moi, je vais les aider à se préparer. Et puis, comme on l'a bien dit, toutes les questions qu'on se pose, c'est des questions politiques. Et il n'y a à l'heure actuelle aucune structure, que ce soit des think tanks ou des ONG, qui fassent des propositions de politique publique, des propositions d'arbitrage. Donc moi, j'ai fait le tour de toutes les popotes pour essayer de voir s'il n'y avait pas une structure existante qui voulait le faire. La réponse, c'est qu'ils ne voulaient pas. Donc avec d'autres personnes, je suis en train de créer une structure avec un statut d'association pour essayer de produire des connaissances sur l'adaptation et de mettre au débat public des propositions d'arbitrage, parce que je crois qu'on a besoin de ça. Voilà. C'était mon mot de la fin. Merci beaucoup. Bon, il est temps de conclure. On peut poursuivre ces discussions au cocktail juste ensuite. Le 23 septembre à Saint-Ouen, on se retrouve à nouveau pour de nouveaux échanges, débats sur ces questions-là, sur comment on se projette, comment on vient étriquer l'adaptation et comment est-ce qu'aujourd'hui on l'applique dans nos organisations. Donc vous serez évidemment les bienvenus. Un grand merci aux partenaires de cette conférence et du programme Adaptation notamment. Je cite le CMA-CGM, Leroy Merlin, LCL, Alliance fédérale de crédit mutuel, Orange et AXA, qui nous permettent de tenir ces échanges et de venir confronter différents avis et de nous permettre aussi de construire ensuite ensemble des plans adaptés à nos structures propres. Et puis je vous invite ensuite à finir cette soirée en beauté. Merci. Alors moi j'ai une toute petite suggestion qui va rejoindre ce qu'a dit Alexandre. C'est pas tellement voyage en terre inconnue qu'il faut conduire, c'est voyage en terre désirable. Il faut absolument qu'on aille vers des futurs désirables. Et la publication des cahiers de doléances va être accessible. Il y a plein de choses intéressantes. Donc c'est pas si mal que ça. C'est pas si pire.